Bonsoir à tous et bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Merci à vous d'être là ce soir pour ce nouveau numéro, on le rappelle, moi spécial rédactive en compagnie de André Dankesi qui va venir nous présenter, Sonia, son livre Comme des pianos désaccordés. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Comment je pourrais dire? C'est une petite musique sympathique à l'oreille et à l'œil. On a la partition devant nous et on n'a plus qu'à se laisser guider pour la lire. Eh ben écoute, dans l'impatience de t'écouter d'ici quelques instants, nous aurons bien entendu la chance d'avoir donc l'extrait de Marie qui viendra nous lire un extrait de ce livre qui encore une fois on s'excuse de ne pas être là et qui ne sera pas avec nous pendant quelques temps, mais voilà, on l'embrasse. En tout cas, on pense très très fort à elle. Et on aura également Séraphine qui nous fera le portrait donc de notre cher ami André. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur André avant de le mettre sur le grill? André, encore une jeune plume de rédactive, j'ai envie de dire, parce que, jeune parce qu'en plus c'est vraiment un grand gamin, c'est un bonbon cet homme, il est gentil comme tout, il est c'est ouais, c'est un homme absolument adorable et qu'on est vraiment, hyper content d'accueillir dans la famille, il est voilà, il en est un digne représentant. Eh ben merci à toi. Donc on le rappelle, c'est un mois spécial rédactive. Nous sommes en direct sur Facebook et YouTube. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à André Dankesi qui est avec nous pendant 1 heure et demie. Tout de suite, je vous propose d'accueillir André Dankesi. Bonsoir André. Ah, petit souci. Bonsoir André. André qui a coupé son micro. Eh ben bravo André. Voilà André. Bonsoir André. André, nous t'entendons, hein, nous Bonsoir t'écoutons. Florian, bonsoir à Ah toutes et à voilà, tous. c'est parfait. Ne Ah, vous inquiétez d'accord, pas, oui, c'est là, les tu aléas du m'entends? direct. Tout va bien. Mais je t'entends très bien. C'est les aléas du direct, tout va bien. En tout cas, merci à toi d'être là. Donc, on l'a dit pour nous Ah présenter oui, donc ton livre Comme des pianos désaccordés aux ok. éditions rédactives. Avant toute chose, comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais on ne peut mieux, vraiment. Je suis très à l'aise, je suis chez moi, à côté de ma bibliothèque, à côté de mes livres, à côté de ma chair et tendre, donc Oh, je suis un homme heureux. eh ben écoute, nous sommes heureux également de te recevoir ce soir. Donc je remercie toutes les personnes qui sont là. Je vois que Tali est là, Maëlys, Hélène, Dominique, Joël. Voilà, merci à tous d'être là. Tu connais le principe de l'émission. Tout le monde va poser des questions en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Le but du jeu, bah, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est André Dankesi? André Dankesi est un être humain. Il est né à Marseille, marseillais depuis de longues générations, et aubagnais depuis les années 2000. André Dankesi est né dans un milieu populaire, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et ensuite, il a mené sa barque dans différents domaines. Et puis, voilà, au crépuscule de sa vie, si je puis m'exprimer ainsi, il a rencontré une certaine Bélise Père au Salon du Livre, au Salon des écrivains à Aubagne. Et au cours de cette discussion, elle m'a proposé de lui envoyer un petit manuscrit sur une petite broutille que j'avais écrite et qui visiblement avait un certain intérêt puisque maintenant c'est devenu un livre à mon plus grand étonnement, ma plus grande joie et autant le dire, une petite pointe de fierté quand même. Voilà, voilà, André Dankesi n'est ni un homme parfait, ni un bonbon, ou alors un bonbon acidulé peut-être. Trublion, oui, à ses moments perdus, mais je ne suis qu'un homme avec ses lâchetés, avec ses moments de courage peut-être, mais un homme perfectible, bourré d'incertitudes, mais aimant la vie plus que tout. Voilà, un petit résumé très succinct de ce qu'est ce triste personnage, l'homme à la triste figure.
Oui, en tout cas, merci à toi en tout cas pour cette belle présentation et tu me donnes l'occasion effectivement de remercier Maëlys Père, qui est la directrice de publication aux éditions Rédactives, qui nous permet effectivement la réalisation de ce mois spécial Rédactive où pendant tout le mois nous aurons la chance de découvrir de belles plumes. Est-ce que tu peux nous parler de cette belle maison d'édition avant de parler de ton livre? Alors, visiblement, il y a un décalage dans le son. André, est-ce que tu m'entends? André. Oui. Là, ça y est, je te t'entends à Voilà, c'est nouveau. bon. Ah, visiblement. Et c'est vrai il y a pas mal de vent aujourd'hui dans le sud. Ah, André est... Ah, bon, écoutez, c'est pas grave. On va revenir. Je vais juste refaire revenir les membres de l'équipe qui sont là, très assidus. Séraphine, très concentrée. Oui, je te vois très concentrée. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, voilà, c'est qu'il y a pas mal de vent ce soir, donc effectivement, voilà, il se peut qu'il y ait quelques petites coupures au niveau d'internet, mais voilà, vous inquiétez pas, on est sur le coup. Donc on disait effectivement qu'on reçoit des auteurs de la maison rédactive sur l'ensemble du mois. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur la page Facebook pour avoir les notifications lors des débuts du live. Et je vois que André est de retour. Hop, André, est-ce que tu nous entends? André, c'est bon. Visiblement, André, ça va le faire, tout va bien. Vous inquiétez pas. André, tout va bien? On t'entend et on te voit, hein. Oui. Est-ce que tu nous vois et Là, tu nous entends? en plein brouillard. Tout va bien. On t'entend et on te voit si tu veux, On va hein. y Parce que arriver. oui, bon, oui, vous inquiétez pas, c'est les aléas du Faut rester direct. zen. Faut rester zen. On reste zen, toujours rester zen, on est là bienveillant. Séraphine, tu nous entends toujours? Sonia aussi, oui, je les vois qu'elles nous entendent très bien, c'est parfait. Voilà, André, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, de quelle est cette maison d'édition rédactive pour toi? Ah, visiblement, les soucis de Je connexion n'ai viennent de malheureusement pas chez entendu ta André. question, Florian. Non, pas de problème. Je demandais effectivement si tu pouvais nous parler de cette maison Ah, d'édition, là, les je éditions t'entends. rédactives. Voilà, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter la maison d'édition rédactive? Ah, ça, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. Ben, je ne la connaissais pas, pour ne rien te cacher. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la connaissance de Mélisse Père, la responsable. Donc, j'ai compris que c'était une maison d'édition à caractère régional. Voilà. Et surtout, ce qu'il y a de plus important, c'est que Mélisse et son équipe sont déjà absolument formidables, qui donnent la chance à des gens comme moi, qui ne sont pas des écrivains confirmés, loin s'en faut, de pouvoir écrire, si tant est que le texte, bien sûr, est à ses yeux un certain intérêt. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ne serait-ce que pour ça, Rédactive est une maison qui gagne à être connue, à se développer, parce que Mélisse Père est une personne vraiment formidable, qui a le cœur sur la main. Je ne dis pas ça pour lui faire de la publicité. Mon livre est sorti, donc je n'ai pas d'intérêt particulier à le faire. Mais je me suis toujours bien entendu avec Mélisse. On a toujours eu de très bons rapports. Et c'est formidable de rencontrer des gens comme ça, parce que grâce à elle, j'ai pu rencontrer d'autres, notamment toi, Florian, et d'autres encore, d'autres auteurs. Je découvre un monde qui m'était totalement inconnu. Je n'avais aucun a priori, et j'avoue que je crois que je suis tombé sur une sacrée maison d'édition, quoi. Eh ben, en tout cas, merci à toi et je rejoins le commentaire de Maïs qui dit c'est juste que vous ne savez pas que vous êtes des écrivains quand vous me rencontrez. Voilà. Donc encore une fois, merci à Maëlys Père, on le rappelle, directrice de publication de cette belle maison d'édition rédactive basée à Rousset, qui met du cœur à l'ouvrage. On l'a dit en introduction de cette émission, tu es avec nous pour nous parler de ce livre Comme des pianos désaccordés aux éditions rédactives. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es lancé dans l'écriture? Pourquoi André Dancasi s'est dit un jour, bah tiens, je vais écrire un livre, et en plus on aura l'occasion d'en parler, c'est un recueil de novellas. J'ai bien retenu. Voilà. Très bien, bravo. Magnifique. J'ai presque plus rien à dire. En fait, j'écris depuis. Bon, c'est très banal, hein, ce que je vais vous raconter très rapidement, mais j'écris depuis très longtemps. J'ai presque envie de dire depuis toujours.
voilà, j'ai écrit pas mal de choses, de la poésie notamment, ça me plaisait beaucoup. J'ai eu la chance, je le raconte dans le livre, de rencontrer un prof de français au lycée qui m'a ouvert les yeux, l'esprit et tant d'autres choses, notamment dans le domaine de la littérature. Et donc, grâce à lui, j'ai pu véritablement découvrir les livres et cela m'a évidemment énormément apporté. Voilà, j'ai continué en parallèle à écrire des broutilles, des petites nouvelles, des tentatives de romans et que sais-je encore. Et puis, voilà, et un beau jour, j'ai réussi à en terminer un parce que c'était ma grande difficulté, c'était de le terminer. Je ne suis pas un bourreau de travail. Puis voilà, je l'ai présenté à notre chère et tendre Mélisse qui visiblement lui a trouvé un intérêt. Alors, j'ai entendu qu'elle a dit que nous étions des écrivains sans le savoir. En ce qui me concerne, je me garderai bien de dire que je suis un écrivain. Je suis un être humain qui prend un stylo et qui écrit des mots les uns après les autres. Après, les écrivains, voilà, on sait ce que c'est qu'être un écrivain, c'est un métier. Je ne vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Voilà, j'écris des choses qui, je l'espère, plairont à certains et déplairont à d'autres, mais c'est la vie, c'est très bien ainsi. D'accord. Voilà le Alors, parcours, en je, résumé. je, je, je rectifie, effectivement, ce n'est pas un recueil, c'est une novella. Justement, est-ce que tu peux nous dire quelle est la genèse de ce texte, justement? Ah, bah décidément. André, tout se passe bien. Comme a dit Tali, hein, c'est les charmes du direct. Voilà. C'est bon, tu es de retour avec nous. Effectivement, dès que j'entends une bourrasque qui passe, je sens que ton Absolument, image est fiche. absolument. C'est Tout va charmant. bien. Voilà, donc tout va bien. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle justement Bon. ce texte? Alors, ce que je vous Alors, en propose, deux cher... mots, Ah, parce c'est bon. que comme il est court, si je suis trop long, les gens ne vont. Oui. Ah, très bien. Non, non, Tu m'entends? continue, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, tout va bien, continue. Ah, très bien. Voilà. Bon, j'allais dire en deux mots alors, parce que comme c'est assez court, si je suis trop long, les gens n'achèteront plus le livre. Donc, ce serait dommage, quand même. Voilà. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un dramaturge qui est au fait de sa gloire, hein, très connu, et qui vient assister à une première d'une de ses pièces dans un des plus grands théâtres parisiens. Et lorsque le rideau se lève, il tombe dans une certaine léthargie, propice évidemment à se souvenir de son enfance, de sa vie passée, de sa vie de jeune adulte, d'adulte, de ses rencontres, de ses vexations, de ses humiliations, de ses violences, de ses amours, de ses rencontres, je le redis, voilà, de toute une vie qu'il a pu mener, voilà, volontairement ou pas, ça fait partie, je crois, des thématiques du livre. Et de temps en temps, on revient sur la pièce, mais c'est un prétexte pour revenir sur le parcours de cet homme, du narrateur qui s'appelle Jacques D'Annunzia, issu d'un milieu évidemment populaire, sans être obsédé par le milieu populaire, hein, je vous rassure. D'accord. Bon, donc Voilà. on le rappelle, on aura l'occasion tout à l'heure donc d'avoir une bande-annonce de ce livre. On aura l'extrait de Sonia, il y a un extrait de Marie, mais il y a une question très intéressante de Talibanière qui nous demande, une autre auteure rédactive hein, qu'on salue effectivement, qui nous demande est-ce que cet enseignant qui t'a rattaché à l'écriture, c'est que tu écris et est-ce que tu as essayé de retrouver sa trace? Alors, cet enseignant, dont je citerai le nom, voilà, je ne pense pas qu'il m'attaque en justice, parce que quand je l'ai côtoyé, j'étais au lycée. Alors, je suis un jeune homme de 60 ans et le professeur, qui s'appelait Monsieur Chicane, était déjà relativement âgé. Donc, malheureusement, je pense qu'il ne doit plus être parmi nous. Donc, je peux en parler plus que librement. Et cette personne, non, ne sait pas que j'ai écrit. Par contre, c'est lui qui m'a éveillé, donc je le disais tout à l'heure, à la lecture. Bon, l'écriture, je me débrouille un petit peu. Et par contre, quelques années après, j'ai pu le rencontrer à nouveau, les hasards de l'existence, et j'ai pu lui dire, et c'est vrai que ça soulage quand on a la chance de pouvoir dire des choses importantes à des gens qui l'ont été,
je lui ai dit que grâce à lui, je m'étais enrichi intellectuellement. Et je ne l'ai pas dit comme ça, mais dans ma tête, je l'ai passé fortement. Je m'imaginais un peu moins con que ce que j'avais pu être si je ne l'avais point rencontré. Voilà. Et parce que je vais être assez complet, parce que j'ai trop de respect pour cet homme, c'était une sorte de Jacques Tati, un grand échalas. Il portait des costumes élimés. Il avait une petite moustache. Il était très longiligne, évidemment. Il lisait du grec et du latin comme nous lisions des bandes dessinées. Il avait une voix de stentor et c'était un personnage et ses cours, et c'était du théâtre. Et voilà, je vénère, si je puis employer ce terme, cet homme qui m'a, avec d'autres, hein, mais lui principalement, il m'a ouvert l'esprit et il m'a donné pas mal de clés pour poursuivre mon existence, Caïn Cain. Eh ben écoute, merci. Je mets un commentaire de Joël qui nous dit bravo monsieur avec tes incertitudes et ton talent. Voilà. Question intéressante aussi de Bernadette qui vient d'arriver, qui nous demande est-ce que cet enseignant joue un rôle dans ton récit? J'y fais une petite référence de mémoire, comme je perds un peu la mémoire, donc j'en parle, oui, j'en parle dans le livre, c'est le moins que je puisse faire pour, pardon, pour cet homme. Voilà. Dans la vie, on a quelques fois, pas toujours, la chance de rencontrer des gens qui comptent. On rencontre souvent des gens qui, malheureusement, nous font plutôt du mal, ou enfin, on le perçoit comme tel. Et on a tendance à s'arrêter là-dessus, et ça vous pourrit pas mal la vie. Et lorsqu'on a la chance de rencontrer des gens d'une telle valeur, on les garde précieusement au fond de son cœur. Ce soir, je le partage. C'est quelque part lui rendre hommage aussi. Et je pense qu'il vaut mieux s'arrêter sur des gens comme ça, bon, je le dis maintenant à 60 ans, hein, que plutôt perdre son temps, c'est un appel que je lance, très solennel, que de perdre son temps à en vouloir à des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous apprécient pas, et quoi que vous fassiez, vous n'obtiendrez jamais leur amour. Donc, il vaut mieux les laisser de côté. Tournez-vous vers les gens qui ont de l'intérêt pour vous, en tout cas qui le manifestent, et la vie, quand même, un petit peu plus facile à vivre. Eh ben écoute, on est début février, c'est encore le temps de prendre de bonnes résolutions, et ça, ce sera une très bonne résolution pour les personnes qui nous écoutent. Bouchard, bonsoir Florian, bonsoir tout le monde, j'arrive. Bonsoir à vous, merci à vous d'être là, ça fait plaisir de vous voir. Installez-vous convenablement, on le rappelle, qu'on est sur le mois rédactive et que ce soir on reçoit donc André Dankesi pour son livre Comme des pianos désaccordés. On l'a vu tout à l'heure, c'est une novella. Avant de je vois là, le commentaire, c'est pour ça. Avant de lancer, pardon, oui, Sonia, je te vois rigoler. Avant de lancer la bande-annonce, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est une novella? Et je remercie la personne pour son commentaire. Alors, une novella, bon, je me suis un petit peu renseigné, puis Maëlys m'en avait rapidement parlé. Si j'ai bien compris, je parle sous le contrôle de Maëlys qui doit écouter ça avec une grande attention. En fait, ça se situe entre la nouvelle et le roman. Donc moi, ma traduction, c'est que c'est pas aussi épais qu'un roman, mais ça peut être un petit peu plus épais qu'une nouvelle. Donc c'est un peu entre les deux. Voilà comment je le situe de façon technique, la novella. Voilà. D'accord, ben écoute, merci à toi. Complètement à côté, hein, mais... Eh ben écoute, si Maëlys veut nous apporter une précision, je sais que on a eu l'occasion de faire une conférence à la Madeleine de Marcel. Non, elle nous dit c'est tout à fait ça. Donc voilà, on a eu l'occasion effectivement de faire une conférence à la Madeleine de Marcel qu'on peut retrouver effectivement sur la chaîne YouTube. Hein, donc n'hésitez pas, comme toutes les rediffusions de ces lives, où effectivement on avait reçu la maison rédactive, où vous étiez venu présenter justement votre novella, enfin ta novella. Pas mal de questions qui arrivent, mais j'aimerais avant qu'on reçoive Sonia Robinard, Sonia Toucourt pour les intimes, pour la chronique. Oui. Oui. Ah, visiblement, Sonia t'a fait bugger André. Je te remets en coulisses. André, non mais la connexion arrive, on le rappelle, on est suite à quelques bourrasques. Il y a un peu de zef, comme on dit en Bretagne, chère Sonia. Voilà, André est revenu. Tout va bien. André, est-ce que tu nous entends? Ah, voilà. Tout va bien.
On est sage. Dès qu'on voit que tu t'absentes, on reste calme, on s'énerve pas. Tout va bien. Oui, je vous entends, je vois. Alors, Dino, je disais juste avant de lancer... Voilà, eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est de lancer la chronique de Sonia. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on regarde cette bande-annonce donc, de ce livre, Comme des panneaux désaccordés. Très bien. Comme des pianos désaccordés aux éditions rédactives, hop, de André Danchesi, voilà, qui est avec nous ce soir. Sonia, nous allons pouvoir donc écouter ta chronique. Comme sur une partition avec un premier jet, Jacques, le narrateur de cette histoire, de son histoire, met les quelques notes de sa vie. Une vie bancale, avec sur sa route non pas quelques trous et bosses, mais parsemés de nids de poules. Comme sur un piano désaccordé, il joue à un rythme entrecoupé, il se trompe, il recommence, mais à un autre endroit. Une vie pas toute rose, comme le chantait Édith Piaf, mais pas toute noire, pas comme un la, mais comme un dièse ou une note blanche. La vie de Jacques n'est pas une musique joyeuse et entraînante. On pourrait dire que c'est un requiem ou un hymne. Un requiem pour un fou ou un hymne à la vie. Jacques n'est pas une personne lambda. Il ne sait pas danser la lambada. Lui serait plutôt opéra, avec en fond sonore le lac des cygnes. Le volatile est beau, mais la vie de Jacques l'est-elle? En lisant ce roman, 1000 musiques nous trottent en tête. De Ravel à Brel, en passant par Je suis malade de Serge Lama, il nous semblerait que Jacques veut mourir sur scène, comme une certaine Dalida. Point facile de chroniquer un roman comme celui-ci, mais j'y ai mis mon cœur, mes sentiments partagés et toute ma reconnaissance envers André, qui m'a fait découvrir la vie presque de bohème de ce monsieur Jacques. Merci beaucoup, Sonia, pour cette chronique de Comme des pianos désaccordés. André, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Je te remercie infiniment, Sonia, avec des références un peu musicales qui me vont très bien. Je pense que c'est pas un exercice facile que d'écrire sur un livre qui est un peu particulier, et tu l'as fait vraiment avec une certaine dextérité. Ça m'a touché et moi franchement, je suis épaté, parce que je considère que c'est un exercice, je le répète, intellectuel qui est pas facile. Et franchement, les mots que tu as prononcés m'ont touché et donnerait, je pense, envie au lecteur lambda de courir se procurer cette novella absolument extraordinaire. Merci infiniment, chère Sonia. Merci beaucoup. Merci, ça me va droit au cœur. Un énorme plaisir à lire. Et c'est vrai que ça change de mon domaine de prédilection qui sont les thrillers, comme tout le monde le sait. Mais franchement, je me suis baladée, comme je disais, c'était sur un fond de musique, une petite partition où il y avait des moments de vie en fait qui se jetaient ici et là. Et c'était un très bon moment de lecture. Merci beaucoup, Sonia. Merci infiniment. Merci beaucoup, Sonia. Et Sonia, je te dis le commentaire de Mélisse qui nous dit très belle chronique, Sonia, parmi les plus belles et les plus réussies. Vraiment, bravo à toi. Voilà, merci à toi, Sonia. Merci. C'est Florian, quand on a un bon sujet et un bon livre, j'ai presque envie de dire qu'on est presque obligé de faire une belle chronique. Eh ben, bien sûr, bien évidemment. Alors, c'est pour ça qu'elle est dans l'émission, d'ailleurs.
Et qu'on reçoit aussi des invités David. d'exception. Et qu'on reçoit des Voilà. invités d'exception, puisque Ouais. sans les invités d'exception, on n'a pas de chronique d'exception, bien évidemment. Et on Olivier, sait que d'accord. Sonia dit la vérité et Sonia ne brode pas parce qu'on reçoit les invités. Quand je n'aime pas quelque chose, je le dis. Donc, je suis Ça, c'est sincère dans vrai. mes chroniques. Ça, c'est Ah non, vrai. non, mais Et c'est- je perçois chez Sonia, je le disais tout à l'heure, bon, des petits yeux espiègles, mais un caractère bien trempé. Et ça, ce n'est pas fait pour me déplaire. Ce n'est pas fait pour me déplaire du tout. Je ne suis pas bretonne pour rien. Ah, Euh, moi, je suis Marseillais. Marseillais, Italien, Maltais et Tunisien. Donc, ça fait un petit eh ben mélange. voilà, Voilà. effectivement. Eh ben en tout cas, on passe un très bon moment et puis on rappelle effectivement que tu es avec nous pour les personnes qui nous rejoignent pour nous parler de ce livre Comme des pianos désaccordés dans le cadre du mois Rédactive. Voilà, cette belle maison d'édition qui met du cœur à l'ouvrage basée à Rousset. Pas mal de questions qui arrivent. Alors, hop, on va essayer de les reprendre dans l'ordre. Dominique Guénin, auteur aussi de Rédactive, à qui on fait de très très gros bisous et promis, je t'appelle. Dominique, est-ce que tu te sens d'écrire un roman maintenant? Après avoir écrit une novella. C'est la question que je redoutais, n'est-ce pas? Honnêtement, encore aujourd'hui, et ça m'a traversé pendant de longues années, j'ai souvent entamé des romans, j'ai des fois écrit pas mal de pages, mais pour moi, hein, c'est très fastidieux, c'est très fastidieux. Une histoire complète, j'ai du mal, voilà. C'est pour ça que le format novella et surtout avec des souvenirs, donc ce qui me permettait de faire en fait des petites histoires, hein, je me suis arrangé, hein, on est un petit peu roublard, nous les Marseillais, ça me convenait tout à fait. Mais écrire un roman, donc avec une histoire, des personnages, euh, pour moi c'est compliqué, c'est presque contraignant et honnêtement, je suis admiratif de ceux qui y parviennent, d'ailleurs, parce que je suis un gros lecteur de romans, évidemment, mais j'ai 60 ans et je considère toujours que je suis incapable d'écrire un roman, mais par contre, je pense que des nouvelles, voilà, ou des courts romans, puisqu'il y a quand même des petits livres, pourquoi pas, mais ça ne sera pas un roman de 500 pages, ça c'est trop compliqué pour moi, c'est trop contraignant et j'aime trop ma liberté. Je peux pas tous les jours être assis à ma table de travail, entre guillemets, qui est plutôt une table de plaisir, et écrire tous les jours. Il y en a qui le font, ils ont une discipline et je les en félicite. Moi, je ne suis pas un écrivain, donc je ne vais pas m'infliger personnellement, hein, ce que je considère être comme une contrainte. Je veux que ça reste un plaisir, donc j'écris quand les vents vont dans le bon sens, quand le soleil vient caresser ma peau mate et mes cheveux épars, et à ce moment-là, la plume s'envole quelquefois, et donc j'écris, et puis après je n'écris plus, et puis après je réécris, voilà, c'est au gré du vent, voilà. Donc, mais voilà, oui, réécrire, j'avoue que je suis en train de me poser la question. J'ai une ou deux petites idées dont j'ai fait part à Mélisse. Donc, peut-être en écrirai-je un autre, peut-être pas. Donc, profitez de celui-ci. Bon, Lampedusa avait écrit Le Guépard. Hein. Je ne crois pas que comme des pianos désaccordés, ait la même trajectoire que Le Guépard, quoique le pauvre Lampedusa, comme vous le savez, est décédé sans avoir vu son livre paraître. Donc, moi, déjà, il est paru, mais je doute fort d'en vendre autant d'exemplaires. Puis bon, Le Guépard, c'est quand même Le Guépard, n'est-ce pas? Voilà, donc peut-être un autre roman, peut-être. Mais il sera petit, il sera petit. En tout cas, Dominique qui nous dit on adore ton humour. Voilà, donc merci à toi. Et il y a Maëlys qui dit attention André, à ce que tu dis. Arrête de dire que mes auteurs ne sont pas des écrivains. Tous les auteurs de Rédactive sont des écrivains. Attention, Promis, attention. promis. Mais monsieur le procureur, excusez-moi, là nous avons une sorte de casus belli avec Mélisse. Ma chère Mélisse, je ne crois pas avoir dit, on réécoutera, hein, que les écrivains de rédaction n'étaient pas, voilà, que ceux qui écrivaient n'étaient pas des écrivains. Non, ce sont des écrivains et de grands talents. Alors je peux m'expliquer très rapidement là-dessus, mais je peux être sérieux de temps en temps.
Je ne me considère pas comme écrivain parce que bon, c'est mon premier livre, j'ai 60 ans. C'est un métier, paraît-il, enfin pas paraît-il, d'être écrivain. Pour moi, ça ne peut pas être un métier, donc déjà, il y a un petit schisme qui s'installe. Donc voilà, c'est le terme écrivain. Alors après, on peut trouver des synonymes, hein, un auteur de mots, un faiseur de mots, un jongleur de mots. Voilà, c'est un peu plus poétique, c'est un côté un peu plus baladin et ménestrel qui me convient davantage, mais ça m'est personnel. Voilà. Mm. Mais en rédactive, il y a des écrivains de qualité qui sont nettement supérieurs aux miennes. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais je vu son commentaire arriver, c'est que tous les auteurs, y compris toi, voilà, tu es un écrivain, voilà, donc considère-toi comme un écrivain, et on le voit puisque tu es avec nous ce soir, et vu la chronique de Sonia, que tu es un très bon écrivain, donc vraiment merci à toi, et en plus on passe un très beau moment, et tu verrais les questions qui arrivent, voilà, il y a de très très bonnes questions, dont une question de quelqu'un que tu connais très bien, Laurent Alain qui nous dit, est-ce que toutes les clés que vous avez reçues, les avez-vous déjà toutes utilisées ou en avez-vous encore quelques-unes dans votre poche pour plus tard? Tu as Alors, 2 heures. clés, oui. Oui, très bien. C'est un peu juste, mais oui, j'ai reçu des clés. Des personnes m'ont donné des clés pour comprendre la vie. Alors, ça a été ce fameux prof de français, monsieur Chicane. J'ai eu aussi, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie privée non plus, n'est-ce pas? On n'est pas sur le divan de monsieur Feu Chapier. Mais voilà, j'ai des petits soucis de santé qui ont fait que je me suis réorienté et j'ai suivi une formation dans le travail social, assistance sociale, où il y avait un module psycho assez important. Et là, de moyennement con, parce que j'avais quand même 32 ans à l'époque et 2 enfants, donc j'étais passé de con à moyennement con. Là, j'ai appris des choses qui ont fait de moi, je pense, un être plus intéressant, surtout plus à l'écoute des autres. Et ça, je crois en avoir déjà parlé la dernière fois à Gémenos. Être à l'écoute, d'ailleurs, si une personne m'avait apostrophé là-dessus, entendre les gens, se taire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler, moi le premier, mais je sais aussi entendre, et cette formation-là m'a ouvert les yeux. Donc ça a été une clé aussi pour comprendre, et la meilleure des clés qui soit, mais là c'est la palissade que je vais oser lancer, ben, c'est la vie qui vous l'apprend. Hein. Les gens que vous rencontrez, les plus proches, votre famille au départ, la vie que mènent les vôtres, la vie ensuite que mènent, en ce qui vous concerne, les gens de mon quartier. Tout ça m'a apporté des clés. Et là, je redeviens très sérieux parce que ce sont des thématiques qui m'intéressent. J'ai été, comme disait l'autre, comme disait l'écrivain, j'ai été un peu étranger à moi-même, à savoir que je me sentais pas forcément à ma place. Je ne vais pas aller jusqu'à parler de transfuge de classe, mais voilà, j'étais dans un milieu pour lequel j'étais pas très à l'aise. Alors, j'étais comme un poisson dans l'eau. Hein. J'ai passé une enfance, une adolescence que je qualifierais de mouvementée, parce que c'est ce milieu-là qui incite à. Et ça m'a permis de passer de sacrés bons moments, quelquefois un peu chaud, comme on dirait chez nous. Mais à côté de cela, j'écrivais des poèmes et je peignais, par exemple. Et ce sont des choses que je taisais, évidemment. Je ne le racontais pas à mes copains. Donc voilà, voilà, mon père était maçon, il n'y avait pas une vie culturelle très développée à la maison. Et moi, je sentais que j'avais une attirance voilà, pour des domaines qui apparemment nous étaient interdits. Et d'ailleurs, dans mon milieu, on s'en moquait. On ne parlait pas d'opéra, on ne parlait pas de musique classique, on ne parlait pas de théâtre, etc. C'était la télévision, le football, l'OM, le Ricard et le Tiercé. Je résume. Donc voilà, bon, je ne regrette pas, mais je ne me sentais pas particulier. Enfin, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin d'ouvrir grandes les fenêtres. Et les personnes que j'ai rencontrées, ces clés, hein, voilà, qui m'ont aidé. Mon tempérament ont fait que dès l'adolescence, oui, j'ai ouvert très grandes les fenêtres. Quelquefois, je les ai ouvertes peut-être un peu trop grandement. Puis il y a le retour de bâton de toute façon, hein, voilà. Mais ça,
voilà, il fallait que j'aille voir dehors ce qui se passait. Et ça D'accord. m'a beaucoup appris. Ah, tu D'accord, m'as bah dû faire des merci. réponses longues, je fais des réponses longues. Moi, je m'adapte. J'ai pas dit Si c'est ça. trop long, je Attention. raccourcis, hein. Non, non, il n'y a pas de souci, tout va bien, c'est ton émission, prends le temps qu'il faut, et en plus c'est intéressant, parce qu'il y a pas mal de questions intéressantes qui reviennent, puisque justement tu es avec nous pour nous présenter comme des pianos désaccordés. Il y a une question d'une personne qu'il faut que je te la montre, d'un certain Robert Dank, qui nous dit: quand est-ce que, mon frère, tu prendras conscience que tu es un écrivain? Alors, Robert Dank, comme vous l'avez bien compris, c'est mon frère. Robert Dankesi, n'est-ce pas? Mon aîné qui doit m'écouter d'ailleurs, c'est assez. Quelle émission tu fais, Florian? Quand on débriefera, tu vas y avoir droit. Non, parce que là, voilà, vous devinez aisément que je suis ému, parce que c'est mon frère, voilà. Et un frère, ça ne se remplace pas, évidemment. Et chaque fois que j'ai écrit, chaque fois, il m'a jamais lâché. Il m'a toujours dit: continue, écris, c'est bien, vas-y, il me donnait des conseils parce que c'est un énorme lecteur depuis toujours. Lui, il n'a pas rencontré de prof particulier. C'est un énorme lecteur, c'est une personne formidable et il m'a jamais lâché. Alors que moi, j'ai lâché beaucoup de bouquins, moi. Et pour cette nouvelle-là, il a été derrière moi, mais sinon, je crois que j'y serais jamais arrivé. Et voilà, il m'a toujours dit: mais tu es un écrivain, tu sais, moi, il a lu des centaines, pour ne pas dire des milliers de livres. Il m'a dit: bon, ben, franchement, oui, comme vous êtes tous en train de le dire et d'essayer de m'en persuader, mais tu es un écrivain et ce que tu écris, ça a une certaine valeur. Bon, je finirai peut-être un jour par le croire, puis honnêtement, ça n'a pas une grande importance que je sois un écrivain ou pas un écrivain, ça ne va pas changer la face du monde. Mais voilà, mon frère, je prends conscience petit à petit que je suis un écrivain et j'en profite puisque nous sommes rien que toi et moi et quelques personnes qui nous écoutent, pour te dire évidemment que je t'aime. J'ose le mot, je crois que c'est la première fois que je dis je t'aime à mon frère. Hein, donc, j'en profite, hein, comme je suis là, je suis à la télévision, enfin, là, il y a l'écran qui me protège. J'aime beaucoup mon frère. On est deux personnes qui sont complètement différentes. Mais par contre, nous avons un amour filial et une compréhension mutuelle qui fait que pour moi, il a été un exemple et c'est un homme qui a certaines droitures dans la vie qui fait que ben, ça me touche beaucoup. Sa question me touche beaucoup parce que je comprends très bien ce qu'il y a derrière. Parce que ce que j'ai traversé, il a traversé. Mais lui, il a apporté des réponses différentes des miennes. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Mais ça, Hmm. c'est un autre domaine. Une fratrie, c'est intéressant à observer. J'ai une sœur aussi que je salue, Caroline, je t'embrasse. J'en profite, Florian, hein, parce que Mais vas-y, fais comme chez toi, il n'y a aucun problème. j'embrasse ma sœur. Mon père, lui, il n'a pas d'ordinateur, donc il ne m'écoutera pas. Mais papa, je te salue quand même. Ma mère, il a rejoint le ciel depuis fort longtemps déjà. Je lui adresse quand même un salut ici-bas. J'embrasse les liens, voilà, qui ont beaucoup compté. Et chacun d'entre nous, au niveau de la fratrie, pour être plus sérieux, quoique je le suis, on a pris des chemins différents, mais l'objectif était le même. C'était réussir, je n'ai pas du tout ce mot, mener une vie différente que celle qu'ont pu mener nos parents. Voilà. Mon père était maçon, 40 ans de maçonnerie, c'est compliqué. Ma mère était femme au foyer, hein, à l'époque, c'était courant. Donc, voilà, elle a fait le ménage et la cuisine et elle s'est occupée de ses enfants toute sa vie, femme formidable s'il en est. Je suis en train de relire le livre de ma mère d'Albert Cohen. Je ne saurais trop reconseiller de lire et de relire encore. Et le spectacle joué par Patrick Timsit, absolument génial, j'espère que vous l'avez vu. Et voilà, donc les trois enfants ont pris des chemins différents, ont pris des stratégies différentes. Et je crois que ça n'est pas trop mal sorti. Enfin, ce qui me concerne, excuse-moi, je suis un peu long, j'ai coupé un cordon que je voulais couper depuis toujours, à savoir que voilà, je suis issu d'un milieu ouvrier. Alors, je respecte les ouvriers, je les ai défendus toute ma vie et je continue à les défendre. Donc, je ne peux pas être attaquable là-dessus, mais je ne voulais pas continuer voilà, cette filiation, puisqu'on était ouvriers et travailleurs manuels de génération en génération. C'était pas mon objectif. Je crois que c'était pas celui de mon frère non plus, et ni de ma sœur. Et les trois enfants,
adultes maintenant, ne le sont pas. Nos enfants ont tous fait des études supérieures. Donc, il y avait une volonté farouche de sortir de milieu, non pas que nous en avions honte, au contraire, je le répète, nous le défendons, mais nous avons compris au fil des années que si nous voulons nous ouvrir intellectuellement, avoir droit nous aussi à des plaisirs, ne serait-ce que d'ouvrir la porte d'un théâtre, par exemple, il fallait cravacher peut-être un peu plus que les autres, il fallait oser, et puis à notre manière, on l'a fait. Et quand on se rencontre, on parle cinéma, on parle théâtre, on parle de beaucoup de choses, et on a rompu avec l'Olympique de Marseille, que j'adore, au passage, évidemment, mais avec les clichés d'un milieu ouvrier. Voilà. Eh ben, merci à toi pour ce moment d'émotion et d'avoir parlé avec le cœur. C'est ce qu'on aime dans cette émission aussi, de recevoir les auteurs. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, hein. Entre l'encre et les mots. Et ben voilà, il y a qui? Il y a André Danchesi qui parle avec le cœur et vraiment merci à toi. Il y a juste Sonia qui voulait rajouter quelque chose puisqu'on rappelle que tu es avec nous pour ce livre, comme des pianos désaccordés aux éditions Rédactives. Sonia, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Non, j'avais mis donc dans le petit chat privé que je rejoignais son frère et que André est un grand écrivain pour moi. Il sait jouer avec les mots et je continue sur le thème de la musique et voilà, il a écrit une partition qu'il faut absolument lire. Eh ben, merci beaucoup, Sonia. C'est très touchant. Voilà. Merci. Eh ben, merci à toi, Sonia, et merci à toi, André, pour ce moment. Sonia, reste avec nous puisqu'il y a pas mal de questions là qui arrivent concernant donc ce livre. Marois qui est avec nous, bonsoir, qui nous dit c'est un choix original que de mettre en scène un personnage dramaturge. Pourquoi ce choix? La vie est-elle une éternelle représentation? Très bonne question de la part de Marois. Oui, je la connais. Valérie. Oui, absolument. Personne que j'apprécie énormément. Alors, j'ai éduqué mes enfants à ma manière et je leur ai dit, j'en ai 3, que je salue aussi d'ailleurs, hein, ma chère Licia, ma fille aînée, mon fils Hugo, avec un H, Victor, je te salue, et Giuliano, voilà, on n'est pas italien pour rien, G-I-U, attention à ne pas se tromper. Et je leur ai dit, à un moment que je jugeais opportun, je leur ai dit, la vie est une... C'est pas moi qui l'ai dit, hein, évidemment. Moi, je suis une éponge, hein, voilà. Que la vie est une pièce de théâtre, donc nous sommes des comédiens. Essayons de jouer du mieux possible notre rôle, parce que la vie, par définition, est éphémère. Qu'elle dure 3 ans ou 103, c'est une poussière, hein, c'est un grain de sable. Donc, essayons, voilà, d'essayer de parler le plus correctement possible, d'avoir de l'humour, parce que l'humour, c'est pas être troubadour et voilà, et être quelqu'un qui est un pitre, voilà. Après, les gens peuvent penser que vous êtes un pitre, moi, ça me va très bien. Mais l'humour, c'est quelque chose, ouais, ça ferait l'objet d'un autre débat. Oui, donc, la vie est une représentation, oui, effectivement, la vie est une représentation, la vie est absurde. Là, j'espère que nous en parlerons ce soir, puisque vous le savez, toi tu le sais, Florian, c'est un thème qui m'est cher, la théorie, la thèse de l'absurde chère à Albert Camus, que je vénère, évidemment, et j'adhère totalement à sa théorie, et à celle aussi, alors là, allons-y, un petit côté revendicatif, d'Achille Mbembe, qui dit en substance que, en fait, le hasard, enfin, notre naissance n'est qu'un hasard, finalement. Donc, j'aurais pu être sénégalais, chinois, norvégien et que sais-je encore. Donc, c'est pour ça que le racisme, c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre. Parce que on a eu 2 personnes qui ont fait l'amour, excusez-moi, c'est pas très vulgaire, je ne pense pas, à savoir nos parents, nous sommes nés, bon, voilà, il se trouve qu'André Danchesi est né à Marseille, parce que bon, mais j'aurais pu être né, comme toi Florian ou d'autres, ailleurs. Alors, d'autres ont une conception autre, hein, et je le respecte. Je suis sur le respect absolu de toutes et de tous. Moi, je considère, comme Achille Mbembe, que la naissance est un pur hasard, et que partant de là, le racisme,
ce dont on parle aujourd'hui avec l'immigration, c'est plus que lamentable, quoi. On est des êtres humains. On vit sur une toute petite planète qui résiste encore. Pour combien de temps, je ne sais. Voilà. Et donc, la vie, oui, c'est absurde. La vie est absurde. La vie n'a pas de sens. Ne cherchez pas de sens à la vie, comme le signalait Camus. La vie n'a pas de sens. Acceptez l'absurde. Vivez. Et voilà. Et c'est un peu le thème du livre. Hein. Le héros, Jacques d'Annunzia, en fait, il choisit pas vraiment. Il fait pas de choix. Il se laisse bercer par les rencontres. Alors, il ose, il casse, mais est-ce vraiment lui qui choisit? C'est ce qu'on appelle le déterminisme social. On en parlera peut-être encore, mais ça fera beaucoup de sujets à parler. C'est un peu les thèmes hein, que j'aborde. Le déterminisme social, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et je me plais à répondre toujours à ceux qui disent non, ça n'existe pas. Celui qui le veut peut s'en sortir. Oui, bien sûr, oui, il y en a quelques-uns qui s'en sortent, c'est très bien. Mais enfin, quand on est issu de milieu, quel qu'il soit, parce que ça peut être d'un milieu très bourgeois aussi, évidemment, c'est très, très compliqué. Et je termine mon petit propos. Je recommande vivement, je fais de la publicité, le livre qui commence à dater de Didier Ribon, un sociologue bien connu, issu d'un milieu lui aussi très populaire et homosexuel de surcroît, parce que c'est plus compliqué d'être homosexuel dans une cité populaire, et qui a écrit Retour à Reims. J'espère que je l'ai bien dit, parce qu'en tant que marxiste, je dis souvent Reims, et ça fait énormément rire mes enfants. Retour à Reims de Didier Ribon. Je le conseille à tout le monde. Il y a des clés, par contre. Hein. Il y a des clés. Eh ben écoute, merci à toi en tout cas. Sonia, je profite que tu es là pour te mettre un commentaire de Tali qui est avec nous et qui nous dit: Sonia, tes chroniques sont un vrai cadeau littéraire, elles sont attendues dans cette émission car avec une touche de poésie. Voilà, donc merci Tali. Grâce aux auteurs. Merci Tali, mais c'est grâce aux auteurs que je peux faire mes chroniques et faire ce que j'aime en fait. Voilà, c'est grâce à tous les auteurs et les maisons d'édition et voilà. Eh ben, merci beaucoup Sonia. Donc on le rappelle, et aujourd'hui, c'est la maison rédactive qui est à l'honneur avec sa directrice de publication Maëlys Père, voilà, à qui encore une fois on fait de gros bisous et qu'on remercie pour la découverte de ces magnifiques plumes. Voilà, exactement. Voilà. Merci à toi. Avant d'écouter l'extrait de Marie, il y avait une question intéressante que je voulais te poser tout à l'heure et que je vois qui est ici, de Tali toujours. Dans ton livre, André, y a-t-il un personnage dont tu es le plus attaché? Évidemment. Et je crois que je ne surprendrai personne en disant Ricardo. Voilà. Ricardo, c'est qui existe quelque part, hein, mais après, je ne vais pas dévoiler. Voilà. Il y a effectivement les personnes fictives, non plus fictives que le nom. Ricardo existe. Voilà, ce type de personnage fantasque qui aime la vie, qui discourt sur tel et tel sujet, qui passe d'un sujet à l'autre avec une facilité déconcertante, une joie de vivre. D'ailleurs, il boit hein, au cours de la scène. Peut-être pas du vin blanc, hein, je suis désolé, mais en tout cas, voilà, il lève le coude, il rit, il prend la vie à plein poumon. Et lors de ma courte existence, encore, j'ai 60 ans quand même, j'ai rencontré beaucoup de gens, et j'en connais même peut-être autour de ce soir ici, qui sont là, présents sur le plateau, des gens qui ont de l'humour, qui ont de l'enthousiasme, qui ont de l'empathie envers les autres et qui pour autant vivent des choses difficiles, notamment en matière de santé. Et j'en fais également un petit peu partie. Et ce sont souvent ces gens-là, parce qu'ils vivent justement des moments compliqués, qui trouvent la force et qui se régénèrent en aidant les autres, en les écoutant. Ça peut paraître paradoxal, parce qu'il y a des gens, et on ne va pas les en blâmer, qui, lorsqu'ils souffrent, sont concentrés sur leur souffrance, et ça réduit malheureusement leur univers. Mais d'autres réussissent justement à en faire un atout, et à s'ouvrir encore davantage, et à se libérer des souffrances physiques,
et intellectuelle qui vont de pair, grâce justement aux rencontres, aux discussions, et parce qu'on est tous des êtres humains et on a besoin d'empathie, on a besoin de se sentir aimé, d'aimer. Sinon, ben, pourquoi serions-nous sur cette terre? Voilà, de l'amour, on a besoin d'amour, on a besoin de se le dire quelquefois. Ces mots si simples et si durs à dire, surtout avec des gens proches. Parce que quelquefois, il peut être trop tard. Mais enfin, ça, c'est une musique des gens bien entendue. Mais comme je l'ai vécu, voilà. Effectivement, quand on aime les gens, quand on a une vieille maman ou un vieux papa, même si on a des petites rancœurs ou même des grosses rancœurs, à un moment donné, on peut aller taper à la porte et dire ben, papa, je t'aime, quoi. Ça soulage. Exactement. Et la personne qui l'entend et la personne qui le dit. Mais c'est compliqué. En tout cas, merci, merci à toi, André. En tout cas, merci beaucoup. On rappelle que tu es avec nous pour ce livre Comme des pianos désaccordés aux éditions Redactive. Voilà, on passe un agréable moment. Avant d'écouter l'extrait de Marie, Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je le disais tout à l'heure, André, c'est un poète. On l'écoute et on l'écouterait parler comme ça pendant des heures et il nous dit de la poésie, en fait. C'est un très beau compliment. Merci, Sonia. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci à toi. Il y a pas mal de questions qui arrivent encore, mais avant, je voudrais qu'on écoute cet extrait enregistré par Marie Méran. Marie Méran présente un roman de André Dancesi, Comme des pianos désaccordés, aux éditions Redactive. Je suis confortablement installé au 6e rang, au milieu du public, et j'ai le cœur qui s'affole, évidemment. Je ne peux que sourire béatement. Dans quelques secondes, après les 3 coups frappés par le brigadier, le rideau rouge, lourd et épais, va enfin se lever. La pièce, ma pièce, va prendre forme dans un mouvement orchestré, habillé par le plus beau théâtre de Paris. L'or des blés de Toscane, de Jacques d'Annunzia. J'ai alors l'impression bizarre de vivre une forme de plénitude. Il y eut pourtant un avant. Enfant, je pissais régulièrement dans la cage d'escalier. Pourquoi? Je n'en sais foutrement rien. Croyez-vous que mes parents soient responsables de cet acte remarquable, sous prétexte qu'il ne correspondait pas à mes rêves? Mon père naviguait, et ma mère accueillait dans sa chambre minuscule des naufragés de l'existence. J'allais chercher ailleurs matière à occuper une vie dont je n'avais même pas conscience. Prince des voleurs, j'avais piqué chez mon meilleur ami un vieux transistor. Cet engin sonore m'a ouvert au monde. Je le collais à mon oreille et je rêvais déraisonnablement sur Stand By Me, Ain't Got Not, Ain't Got Life, Billy Paul, Otis Redding, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Ray Charles, The Four Stop. La Motown Records, c'était mon héroïne, mon shoot quotidien. Ton réduit, alors, n'est plus si petit. Tes mains ne prient plus, tu te redresses. Tu es debout, tu es vivant. L'enfer, c'est soi-même. Les rideaux sont tirés, et tu vis dans l'obscurité, même en plein jour. Lorsque les chaînes noires rongent mon cerveau, je téléphone à mon vieux père, Louis. Il me fait du bien, il me cicatrise. D'abord, il m'écoute dans un silence monastique. Il accueille tout aussi bien mes torrents que mes torpeurs. Je déverse, lui absorbe, et jamais rien ne déborde. Je l'entends sourire. Je redeviens alors une perle d'innocence, un gosse au front chaud, soulagé par un gant de toilette humide et frais. Il me regarde de ses beaux yeux en amande, rassurant. « Ne t'inquiète pas, fils, ça va passer. » Effectivement, tout passe. Il suffit simplement de se laisser porter par le courant en épousant les flots, le clapotis. Mon père, lui, a traversé des océans, au propre comme au figuré. Il en a connu des tempêtes et des matins calmes, des drames et des joies toujours éphémères, et l'éphémère n'est pas forcément méprisable. Puis vint le moment où tu dois choisir. Rester à quai ou larguer les amarres. J'ai choisi l'exil, être ailleurs et nulle part, comme toi, papa,
un éternel marin, un voyageur de corps et d'esprit, qui, de temps en temps, lance des « Sauvez nos âmes ». Si j'ai osé vous parler de mon père, Louis, je me dois de respecter une certaine parité. Alors, je veux bien échanger 2 mots sur ma génitrice, celle qui a mis bas le monstre que je suis. Comme des pianos désaccordés de André Danchézy. Encore une fois, désolé pour l'écorche du nom, mais l'extrait avait été enregistré avant qu'on remette le bon prénom. Donc voilà, toutes nos excuses, mais je te voyais secouer la tête, André, pendant l'extrait. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? C'est une expérience assez. Pour moi, c'est unique, hein, parce que je me lis, je lis d'autres livres exactement. Et là, entendre une personne lire un extrait avec ce talent, hein, vraiment, c'est une diction remarquable. La petite musique qui va bien derrière, tout est bien coordonné. La voix m'a touché, c'est vraiment un très bon travail. J'aime pas le mot travail, parce que c'est pas un travail, hein, c'est une passion, je pense. Écouter ce qu'on a pu écrire, c'est intéressant. Ça va me donner matière à réflexion pour ce soir. C'est troublant, c'est touchant, et je remercie infiniment la personne qui l'a lu avec une facilité, ça coulait, quoi. Je me demandais qui avait bien pu écrire une telle splendeur. Eh ben, Alors, il paraît que c'est moi. Bon, eh je ben suis le oui. premier. Ouais, je sais pas. Je devrais arrêter un peu la cocaïne parce que ça met dans des états un peu. Eh ben Bon, oui, vraiment c'est bien, magnifique. Merci. c'est bien de toi. Et effectivement, Brigitte Koenig, quel talent et quelle jolie voix. Donc on remercie encore une fois Marie Méran, comédienne dans cette émission, qui nous lit les extraits chaque mercredi et vendredi soir, et à qui on pense très fort ce soir. Voilà, donc merci à toi André, et effectivement tu as vu les commentaires, hein, Maëlys qui nous dit waouh, merci Maëlys, Elisabeth Berido qui nous dit oui André est bien un écrivain, donc voilà, on en a la preuve ce soir, et voilà, et Brigitte qui nous dit quel talent. Voilà, Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet extrait? C'est toujours un plaisir d'écouter Marie, et c'est vrai qu'elle met les mots que les auteurs mettent sur papier, et elle arrive à les faire vivre en les lisant et en faisant ces extraits en fait. Ouais, bah merci, merci à toi. Question intéressante de Dominique, puisqu'on voit effectivement que on rappelle hein, que c'est une novella, et qui te demande, Dominique, qu'y a-t-il de toi dans ta novella, et est-ce que c'est autobiographique, André? Ah, c'est la traditionnelle, enfin, traditionnelle, ça fait vieil écrivain, alors que j'ai fait beaucoup, hein, mais voilà, c'est vrai qu'on entend souvent cette question. Évidemment, je connais pas énormément d'écrivains, mais j'ai lu beaucoup de biographies. Euh, Tous les écrivains mettent une part de leur vie. Faut bien puiser le matériel quelque part. Donc, on met de soi. Après, il faut oser. Après, je ne vais pas vous dire ce soir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il y a du fictif, mais bon, ne serait-ce que l'environnement, tout le monde aura bien compris qu'il n'est pas fictif. Après, bon, sur les personnages, oui, c'est un mélange de fiction et de réalité. Mais je pars sur un matériel solide qui a fait de moi l'être monstrueux, hein, ça a été dit, que je suis. Nous sommes tous des monstres, je ne sais plus qui avait dit ça. On est des monstres. Mais c'est pas moche, un monstre, hein. Regardez Shrek. C'est plutôt sympa, hein. Voilà. Soyons monstrueux. De temps en temps, il faut être monstrueux. Quand il y a quelqu'un qui vous fait chier, excusez-moi la vulgarité du propos, on ne trahit pas ses origines, envoyez-le chier, soyez monstrueux, ça fait du bien. Quand il y a une tête de con qui vous met la tête comme ça depuis des années, lâchez-vous. Ça soulage, ça soulage. Croyez-moi, ça soulage. Et c'est l'avantage, c'est peut-être le seul de la vieillesse. C'est quand on arrive à un âge respectable comme le mien, se permet des libertés, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On n'osait pas quand on était jeune, on était trop respectueux. Je vous en prie, madame, mais après vous, monsieur.
Maintenant, le ton change et ça fait du bien. Et ça fait du bien, effectivement. Oh là En tout cas, Claire Dankesi qui est avec nous, qui nous dit bravo à l'écrivain. Voilà, on en parlait c'est tout ma à nièce, l'heure. Merci à vous. c'est la Claire Dankesi, ma petite Claire, qui est la fille de mon frère, que j'adore, gros tempérament, une femme qui parviendra toujours à ses fins. Et c'est un peu la marque de fabrique des Dankesi. Il y a du tempérament. Il y a beaucoup de rire, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. On est conscient de la vie qu'on a menée, mais ça nous a donné une force, une envie de vivre décuplée. Et Claire, ouais, Claire et mes autres, je suis obligé, j'ai parlé de Claire, donc je parle d'Audrey, qui est sa sœur. Mes enfants, j'en ai parlé. Je me dois de parler, sinon je vais me faire tuer, des enfants de ma sœur. Elle a 2 filles, Ludivine et Léa, qui sont absolument magnifiques, 2 belles personnes, remarquables, et je les embrasse tous parce qu'ils constituent ma famille. Et bien sûr, je n'oublie pas ma femme parce que non seulement elle est à mes côtés, je vois qu'elle me fait les gros yeux. Et comme je suis quelqu'un, vous le savez, de lâche, j'ai pas envie de me prendre des coups ce soir. Donc voilà, ma chair est tendre, sans laquelle je sais pas trop ce que je serais devenu. Je le dis avec de l'humour, mais c'est une réalité. La rencontre avec ma femme a changé littéralement ma vie. Non, mais c'est vrai, tu peux rire, Florian, mais c'est Bah vrai. ouais. Vous savez, En tout- la vie Le est rouleau à pâtisserie, je vois bien le petit rouleau à pâtisserie à non, côté non, de non, l'oreille non, d'Audrey. je l'ai dit, je l'ai prouvé maintes fois, non. Si je n'avais pas rencontré ma femme, je ne pense pas que je serais là ce soir parmi vous. Eh ben, Vraiment, en non, tout mais c'est cas, une réalité. voilà. Bah, merci en tout cas. Et voilà, et Tali qui nous dit les nièces sont essentielles à nos vies. Voilà. Donc merci, merci C'est à vrai. tous en tout cas d'être avec nous, hein. Je sais, Séraphine, je la vois qui me montre l'heure. On prend un peu le temps parce que vu qu'on a eu des petits soucis de connexion. Ah oui, Voilà, mais oui. vas-y, non, je plaisante, bien évidemment. Donc on rappelle que tu es avec nous pour ce livre Comme des pianos désaccordés aux éditions rédactives, dont Maëlys Père justement nous dit, et moi j'adore commencer à vous connaître à travers vos textes. Ils m'en apprennent souvent beaucoup sur vos valeurs, vos préoccupations, vos envies et vos combats. Voilà, donc encore une belle maison d'édition qui met du cœur à l'ouvrage. Et Maëlys, et vous tous les auteurs, vous en êtes la preuve chaque jour. Pas mal de questions qui arrivent. Est-ce qu'on va réussir à les poser toutes? Je l'espère. L'autobiographie, on l'a parlé. Ah oui, question très importante de Bernadette, hein, et on la recevra en plus mercredi prochain, qui nous dit pourrais-tu nous expliquer le titre de ton récit? Oui, tout à fait. Alors, comme des pianos désaccordés, on peut considérer, bon, il y a un côté musical et ça a été dit avec talent par Sonia, mais c'est aussi une vie. Une vie, c'est rarement une douce et belle harmonie. Si on peut écouter du Bach, du Beethoven et du Mozart, et j'en oublie, il y a une harmonie. Quoique, si on écoute du Boulez, c'est un peu plus saccadé. Une vie, tout ça pour dire qu'une vie, elle est rarement accordée. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des drames, il ne faut pas se le cacher, il y a des joies immenses. Donc tout ça, ça forme, c'est assez désaccordé et ça forme une vie, voilà. Donc puis j'aime bien le piano, donc ça m'allie. Puis voilà, quelquefois il y a des fausses notes, hein, quand on joue du piano, c'est pas très agréable à l'oreille, mais c'est très humain. Vous savez, il me vient à l'esprit, alors je le dis, hein, voilà, pourquoi pas. J'avais assisté à une réunion quand j'étais travailleur social où il y avait de jeunes enfants à la fin de la réunion qui jouaient d'un instrument de musique, un petit orchestre, voilà. Il y avait le professeur Marcel Ruffo qui assistait à ça. Et les enfants étaient très appliqués, les parents, évidemment, les parents peut-être tous, étaient très attentifs derrière leurs enfants, très fiers. Et il y avait un petit garçon qui, lui, jouait très mal. Je ne sais pas même d'ailleurs s'il savait jouer vraiment. Il n'avait pas l'air très intéressé par ce morceau de musique. Quand il a fini, bon, tonnerre l'applaudissement, évidemment. Et Monsieur Ruffo, ça m'a marqué, ça. J'étais jeune, hein, j'avais une trentaine d'années. Il s'est levé et, comme vous pouvez l'imaginer, peut-être, il s'est dirigé vers l'enfant qui a très mal joué
et l'a embrassé et l'a félicité. Donc là, je vous laisse trouver la signification qui est assez facile à trouver. Pourquoi le professeur Ruffo, qui est ponte en matière de pédiatrie et des enfants, est allé féliciter celui qui, de prime abord, jouait le plus mal, mais qui, à ses yeux et aux miens, jouait merveilleusement bien. Comme c'est bien un piano quand il est désaccordé. Comme c'est magnifique. Merci beaucoup et merci Bernadette pour cette question. On a vu défiler le bandeau avant d'écouter la question. J'aimerais te poser deux questions. La première de Laurent Alain qui nous dit, hop, je vais juste mettre comme ça, sinon la pauvre on voit plus Sonia. Laurent Alain qui nous dit, si l'on vous dit, André, si avec votre talent vous ne dévorez pas la vie à pleines dents, vous resterez toujours sur votre faim. Qu'en pensez-vous? Mais mon cher Alain, j'ai perdu beaucoup de dents, tellement je l'ai mordu là. Donc là, vous me faites, et je le dis amicalement, hein, un faux procès. Alors le talent, je suis très honoré que vous me reconnaissiez certains talents, mais je suis certain que vous aussi, vous en avez, et de multiples. Donc, on a tous un talent quelque part. Voilà. Et la vie, croyez-moi, je l'ai bouffé, je l'ai lacéré, j'ai mordu, voilà, j'ai fait des choses. Non, je suis un honnête homme, hein, attention, hein, mais voilà, j'en ai bien profité. Pour moi, la scolarité, collège, lycée ont été des moments très agréables, étant donné que j'en fichais pas une bille. Mais bon, je m'en sortais toujours parce que bon, j'avais peut-être 2 ou 3 neurones quand même qui me permettaient de. Mais je me suis éclaté quoi, toute ma vie. Quoi. Tout ce qui m'a été possible de faire, je l'ai fait. Voilà, je ne vais pas exprimer des regrets particuliers, peut-être ici ou là, mais bon, il y a prescription maintenant. Mais rassure-toi, Alain, je l'ai dévoré la vie à pleines dents. Et aujourd'hui, alors que, bon, en vieillissant, on a son petit cortège de petits malheurs, de petits vieux, eh bien, je continue à la dévorer à pleines dents. Et je crois que je vais la dévorer jusqu'à mon dernier souffle, véritablement. Merci Alain pour ta question, mais ne t'inquiète pas. Je mange encore et j'ai bon appétit. Ah, on t'entend plus, Flo. Hop, voilà, c'est bon, c'est moi, fausse manip, tout va bien. Je disais, ça tombe bien parce qu'il lui aussi il va mordre la vie à pleines dents maintenant qu'il est jeune retraité, lui aussi, et voilà, donc que le message soit entendu. Dernière question, juste avant de lancer la question de notre invité, Valérie qui nous dit, André, comment envisages-tu l'écriture? Est-ce que écrire, c'est donner du sens aux choses, c'est lutter contre l'absurdité du monde, ou est-ce un acte inutile, représentatif de l'absurdité du monde? Bon. Ah, tu m'as gardé la meilleure question pour la fin. Bah, c'est pour ça que je me suis dit, pour une fois, je finis pas avec Laurent, hein, donc. Ah ouais, alors là, tu m'as gâté. Et, bon, bravo pour la question, hein, parce que là, franchement, plus difficile, c'est comment envisages-tu l'écriture? Bon, je passe. Est-ce qu'écrire, c'est donner du sens aux choses? En ce qui me concerne, oui, d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. On essaie peut-être à travers les mots, parce qu'on est quand même un petit peu plus posé, d'avoir un petit peu des réponses par rapport aux actes qu'on a pu commettre, d'essayer de mieux comprendre les personnes qu'on a rencontrées. Donc, ça donne un sens. OK? Est-ce que c'est lutter contre l'absurdité du monde? Mais je ne veux pas lutter contre l'absurdité du monde, ma chère amie. Je ne veux pas. Le monde est absurde, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je suis camusien. Donc, le monde est absurde. Par définition, c'est une absurdité, le monde. Qu'est-ce que le monde? Pourquoi? Est-ce que la vie a un sens? Celui qui a trouvé un sens à sa vie, et certainement que ça existe, alors il y croit, hein, certainement, il a peut-être raison. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de sens à la vie. Faut-il chercher un sens à la vie? Ça, c'est une question, on se donne 2-3 heures pour y répondre. Faut-il donner un sens à sa vie? C'est comme gagner sa vie. C'est une des phrases, je crois, les plus horribles que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Il faut gagner ta vie. Mais pourquoi devrais-je gagner ma vie? Ma vie, c'est ma vie. Je n'ai pas à la gagner.
gagner, c'est horrible. Il y a tout un tas de petites phrases comme ça, toutes faites, qui pour moi ne veulent rien dire. Donc, je ne vais pas lutter contre l'absurdité du monde parce que je suis l'exemple de Camus. Je l'accepte, l'absurdité. Je l'accepte et je m'y complais. J'en profite parce qu'après, je vais oublier de le dire. J'ai vu récemment, je le conseille, il y a une interview de Jean-Pierre Mariel. Oui, on parle dans tous les sens ce soir. Hein. Jean-Pierre Mariel, que je vénère littéralement, et qui répondait à je ne sais plus qui, peut-être c'était Bernard Pivot ou que sais-je, et qui disait, voilà, je suis un contemplatif. Voilà. Moi, dans ma vie, ce que j'aime le plus, c'est m'asseoir à la terrasse d'un café et regarder les gens passer, évoluer. Voilà, je peux rester des heures comme ça, et je pense qu'il l'a fait réellement, à contempler les gens. Et je me plais à essayer, j'y parviens ma foi, à marcher sur les pas de Jean-Pierre Mariel, et je suis un contemplatif. L'être humain, et j'en fais partie évidemment, me passionne absolument. Je suis un contemplatif, je fais l'éloge de la paresse, cher à Paul Lafargue et à d'autres, parce que la paresse, ce n'est pas de la fainéantise, il y a une nuance importante. Hein. Prenez les bouquins pour ceux que ça intéresse, mais la paresse, c'est extraordinaire. Les plus grands philosophes en ont beaucoup parlé, j'ai beaucoup lu là-dessus. Donc, je suis un paresseux et fier de l'être. Ou est-ce un acte inutile? Non, c'est pas inutile d'écrire. Ça fait du bien. Il y en a pour qui ça va soulager. Il y en a qui vont pouvoir lâcher des choses qu'ils ne pourront jamais lâcher verbalement. Il y en a qui vont le faire par pur plaisir des mots et de la langue française. Voilà, chacun va trouver un intérêt à écrire. Et est-ce que c'est un acte utile ou représentatif? Oui, c'est représentatif de l'absurdité du monde. Oui, absolument. Auquel je crois fortement. Ça, je crois que c'est un message qui vient de passer. Voilà. Et c'est ce que je pense. Eh ben merci en tout cas, et merci Valérie pour cette question. Et ailleurs, il y a François Divata qui est avec nous, qui nous dit « J'attendais le moment où André cite le grand philosophe à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé, et vice-versa. » Voilà, merci François. Alors, François Divita. Alors Divita, c'est le nom de famille de ma chère et tendre épouse. Et François Divita est son neveu. Et j'en profite pour l'embrasser. On a une grande famille. Et ma femme est d'origine sicilienne, d'où vous voyez ma servitude, parce que les Siciliens, attention, il faut faire moi, en état maltais, c'est pas mal. Bon, pour revenir à François Divita, il le sait, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, parce que c'est un garçon intelligent, fin, sensible, malgré sa jeunesse, il a 4 enfants. Une femme adorable, Aude. Alors, ces enfants, malheureusement, je ne vais pas les citer parce que j'ai tendance à oublier qu'ils ne m'en veuillent pas, parce que c'est des noms pas compliqués, mais en fait, c'est des prénoms, j'ai du mal à les retenir. Mais je vieillis, hein. Excuse-moi, François, je sais que tu m'excuses. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, donc là, je pense qu'il fait référence, tel que je le connais, aux Inconnus, à la chanson Vice-Versa. Je ne sais pas si vous. Oui, c'est ça. Vice-Versa, voilà. Je connais l'humour de François. Il sait que j'adore les Inconnus. Lorsqu'à l'époque, on regardait ça, on se disait vraiment, ils vont trop loin. Mais vraiment, ils exagèrent. Et là, maintenant, aujourd'hui, on peut le dire, mais ils sont en dessous de la réalité. Mais on ne va pas aborder. Voilà, oui, ils sont vraiment en dessous. Sur certains sujets, je crois qu'ils ne s'attendaient peut-être même pas, eux, à ce que le monde allait advenir, hein, puisque maintenant, paraît-il, nous allons bientôt aller à Gaza pour profiter de la Riviera, n'est-ce pas, en refoulant les Palestiniens en Égypte et en Jordanie. Donc, c'est un monde formidable, vraiment, dans lequel nous vivons. Si avec ça, vous ne croyez pas à l'absurde, je me demande ce qu'il nous faut, hein, cher ami. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi et merci François pour le petit clin d'œil. Ce que je vous propose, c'est d'écouter donc la question de l'invité. On rappelle juste effectivement qu'on a reçu donc mercredi David Varnery, encore une fois en espérant que je n'écorche pas son nom, pour son livre La Balanguera aux éditions Rédactives, puisqu'on le rappelle, on est sur un mois spécial Rédactive. Donc il avait une question pour toi, André, que je te propose d'écouter. J'ai découvert qu'il avait grandi dans un milieu difficile, dans un milieu
qu'on pourrait dire défavorisé à Marseille. Marseille, c'est une ville que je connais bien parce que j'y ai des origines familiales. Bon, ça peu importe. Et qu'il avait suivi tout un parcours pour, d'une certaine manière, si j'ai bien compris, échapper un peu à sa classe, échapper à un certain déterminisme social. Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse en tant que philosophe. On connaît bien les réflexions qu'ont pu faire sur cette question quelqu'un comme Annie Ernaux ou Didier Ribon. Moi, ce sont des auteurs que j'aime beaucoup pour ce qu'ils ont pu dire sur la situation des transclasses. Et donc, la question que je lui poserais, ce serait, y a-t-il un moment où il a voulu rompre avec ses origines, en quelque sorte, qu'est-ce qui a favorisé cette émancipation? Est-ce que c'est la rencontre avec quelqu'un, la rencontre avec une œuvre? Est-ce que c'est la littérature en général? Est-ce que c'est un livre en particulier? Encore une fois, est-ce que c'est une personne? Enfin, est-ce qu'il y a eu un déclic? Ou bien est-ce que c'est un processus qui s'est étendu sur des années et des années? Voilà, ça, je serais assez curieux de le savoir. Le philosophe a parlé. Alors, j'ai noté qu'il a cité le nom de Didier Ribon, que j'ai cité tout à l'heure, donc ça nous donne un point commun. Annie Ernaux, on aura peut-être un débat entre lui et moi, bien que je ne sois pas philosophe. C'est autre chose, mais c'est très intéressant, intellectuellement parlant, de parler d'Annie Ernaux également. Les rencontres, évidemment, qu'est-ce qui m'a poussé à à un moment donné, on se sent un peu étranger, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, on sent qu'on n'est pas forcément à sa place, qu'on a envie d'autre chose, qu'on a envie de respirer un autre air, voilà, donc ça c'est venu de façon progressive, et c'est vrai qu'avoir eu la chance, parce que en ce qui me concerne, c'est plutôt une question de chance, de passer du collège au lycée, par exemple, je suis passé vraiment très proche de la correctionnelle, lycée professionnel, je ne pense pas que ça m'aurait vraiment plu. Donc, j'ai réussi à aller au lycée. Et là effectivement, j'ai fait d'autres rencontres. J'ai rencontré des camarades de notre niveau social. Donc, j'ai pu fréquenter lors d'anniversaires, de boom, comme on disait à l'époque, excusez le petit vieux. J'ai vu des villages, des piscines, voilà, des parents qui parlaient. Voilà. J'ai été invité à déjeuner des fois chez des amis parce que je me débrouillais bien, je parlais plutôt bien, ça passait crème, comme on dit. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait autre chose que mon petit étroit. Alors, si le philosophe connaît Marseille, j'habitais à la cité de la Rouguière et puis après à Herbel, dans le 11e arrondissement. Et à la Rouguière, on habite au 4e étage, sans ascenseur, dans un petit étroit, on était 5. Et quand vous passez de là à une villa avec piscine, alors aucune jalousie. Je n'ai jamais été jaloux de qui que ce soit. Je n'ai jamais envié personne. Je n'ai jamais souhaité avoir une Lamborghini, un yacht, une villa, et je n'en ai toujours pas. J'habite toujours dans un HLM et j'en suis ravi. Donc, il n'y a pas de volonté de prendre une revanche sur ma condition sociale. Il y a simplement, c'est tout simple. C'est que j'avais d'autres aspirations, la littérature en fait partie, et voilà, je sentais que mon cerveau, mon être, avait besoin de s'épanouir à travers autre chose que ce petit étroit c'était pas uniquement l'appartement, c'était le monde qui était étroit, qui se résumait à 50 ou 60 mètres carrés, et moi j'ai tout fait. À l'adolescence, à la préadolescence, à l'adolescence, j'ai tout fait, j'ai cassé les murs. J'ai cassé les murs. J'ai jonglé avec ma vie et j'ai tout brisé, j'ai tout cassé et je suis allé voir dehors. Et parler de livres, oui, alors là, je vais être d'une platitude exemplaire, mais L'étranger de Camus, jusqu'alors, on me nourrissait à l'école avec du Zola au bonheur. Alors, c'est bien Zola, attention, hein, mais au bonheur des dames, etc. Même des Hugo que j'adore, au demeurant. Mais voilà, pour un jeune un peu fougueux, comme je l'étais, c'était assez indigeste. Et puis, un beau jour, un prof de français nous a fait lire L'étranger. Aujourd'hui, maman est morte.
Et là, comme beaucoup, hein, je ne suis pas le seul, c'est très plat ce que je dis, mais vive la platitude, vive la platitude. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est ça aussi la littérature. Donc, après, j'ai creusé, parce que comme tout paresseux qui se respecte, je suis un gros travailleur. J'ai pas mal de bouquins de Camus, des romans graphiques également, des gens qui ont écrit sur lui. Mais pas que Camus, attention, on va croire que je suis un disciple de Camus. J'adore également Romain Gary, j'adore André Gide, j'adore Monterland. Je lis même Bernanos, ça surprendra plus d'un. Des auteurs aussi italiens. En ce moment, je suis dans la littérature japonaise, c'est merveilleux. Vive la littérature, vive Rédactive, vive des gens comme Mélis, qui donnent la chance à des pauvres bourgs comme moi de m'exprimer. Voilà, donc c'est un moment merveilleux et voilà, ça s'est passé comme ça. Un livre et une envie d'ouvrir les fenêtres, de respirer l'air pur, parce que dans un T3, on étouffe. Et aujourd'hui, si je redeviens sérieux et grave, il y a beaucoup de gens qui étouffent. Alors, effectivement, il se passe des choses terribles. Des jeunes s'entretuent pour de la drogue à l'âge de 13 ou 14 ans. Alors, on les traite de délinquants. Moi, je veux bien, j'aime pas le mot, mais enfin, bon, chacun utilise les termes qu'il souhaite. Effectivement, on parle de punition, de prison, de répression. C'est utile, certainement. La question mérite d'être posée. Mais enfin, derrière, il y a quand même des jeunes qui ont 14, 15 ans qui meurent. Moi, j'ai 3 enfants. Un de mes 3 enfants aurait pu sombrer là-dedans. Et perdre un enfant de 14, 15 ans, je ne sais pas, ces ministres-là qui parlent de délinquants, de mettre en prison des gens de 14, 15 ans, 16 ans, je ne sais pas s'ils s'imaginent ce que c'est, s'ils pensent aux parents qui ont perdu un enfant parce qu'ils sont nés du mauvais côté de la barrière, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, parce que du boulot, il n'y en a plus beaucoup, ou alors je vais travailler à l'usine comme le papa. Ils se sont dit, il y a des façons plus faciles de gagner de l'argent. Ça peut être condamnable, évidemment. Il y a ce qu'on appelle la délinquance à col blanc. Eux, ils ont commis des choses très répréhensibles et rassurez-vous, ils ne le feront pas un jour de prison. Donc moi, j'aimerais qu'on parle aussi de toutes ces personnes, de tous ces jeunes qui sont victimes de leur milieu. Et il y a tant et tant à faire. Je m'excuse, Florian, je m'égare peut-être un petit peu, mais si vous allez en prison, vous savez, j'ai des photos de classe de l'école primaire. C'est un peu émouvant de parler de ça chez moi. Je les ai conservés. De temps en temps, je les ressors, je les montre à mes enfants. Je dis, tu vois, celui-là, il est mort. Celui-là est en prison. Celui-là, il est sous l'emprise de la drogue. Celui-là, ça en est sorti. Puis après, je me montre aussi, je dis, ouais, tu vois, celui-là, il s'en est à peu près sorti aussi un petit peu. Donc, voilà, la photographie parle. Et tous ces jeunes, vous les mettez dans un autre milieu, peut-être auraient-ils eu un petit peu plus de chance de s'en sortir. Pour ça que notre ami philosophe qui m'a posé la question, oui, le déterminisme social, vraiment, j'invite toute personne, et les jeunes aussi, à s'y intéresser. Il faut sortir d'un milieu qui peut être très violent. C'est difficile, oui, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas les armes, parce qu'on n'a pas le réseau. On est dans un monde de réseau. Voilà. Si on n'a pas les réseaux, c'est compliqué. Soyez malin, parce que vous l'êtes. Quand on vient des quartiers, on est malin. Regardez, j'ai réussi à écrire un livre. C'est que je suis un peu malin quand même. Je suis un peu roulard. Voilà. Donc, ils ont des qualités. Donc, ils ont des qualités formidables. Donc, au lieu de mettre ces qualités dans du business et du shit, de la cocaïne et de l'héroïne, mettez-le dans la culture, mettez-le dans les livres. Il existe des maisons d'édition avec des gens formidables comme Mélis. Il existe des gens qui croient à la littérature comme Florian. Il existe des critiques littéraires qui sont d'une gentillesse et d'un professionnalisme exemplaire. Il y a des gens qui peuvent vous tendre la main. Ne refusez pas la main, Tadu. Ne la refusez pas. Merci beaucoup, André, en tout cas, pour ce message. Je rejoins les commentaires qui arrivent. Bouchard qui nous dit « Merci à cet écrivain, il nous fait vivre un beau moment. » Valérie qui dit « Beaucoup d'humilité, de sincérité, merci. »
Et Gary Markov, qu'on salue, qui est avec nous, qui nous dit la littérature pour ne pas étouffer et respirer au-delà de ses propres limites et ne plus en avoir. Voilà, donc merci à toi, Gary. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Mais je vous en André, prie. en fait, il correspond tout à fait à son titre de roman. Il me fait penser à un piano désaccordé. Il part dans tous les sens, il parle de tous les sujets, mais le point en fait qui relie tout, c'est croquer la vie à pleines dents. C'est impressionnant, c'est le titre, lui va comme un gant en fait. Et ben voilà. Merci. Merci Merci beaucoup. infiniment. Merci à toi, Sonia. André, tu le sais, mercredi prochain, nous recevrons Bernadette Mesbourian, qui viendra, elle, nous présenter aussi chez Rédactive. On le rappelle, c'est un mois spécial Rédactive, qui viendra nous présenter son livre, Maître. Voilà, donc mercredi, notez dans vos agendas, un mois spécial Rédactive, et on recommence dès la semaine prochaine avec Bernadette. André, quelle serait ta question pour Bernadette? Alors, donc j'ai planché longuement sur la question à poser, et je te remercie, Florian, de m'avoir adressé quelques lignes sur sa biographie, si je puis dire, qui m'ont aidé à essayer de poser une question d'une intelligence absolument phénoménale. Donc, chère Bernadette, tu adores la Grèce, donc tout naturellement, j'ai failli oser te demander la recette de la moussaka. Mais j'ai changé mon fusil d'épaule au dernier moment. Voilà donc ma question. À l'instar des roses de la solitude de Jacqueline de Romilly, pourrais-tu choisir un objet familier qui t'évoque un souvenir particulier et précieux? Nota bene, peux-tu en pièce jointe m'adresser la recette de la moussaka? Eh bien, écoute, on se donne donc rendez-vous ce mercredi, donc on l'a dit, mercredi 12 février avec Bernadette, pour avoir la réponse, et puis bien entendu, tous avoir la recette de la moussaka. Ah bah oui. C'est vital. C'est vital. On ne coupera pas l'émission sans la recette de la moussaka, ça c'est clair et net. Merci Florian. En tout cas, voilà, Brigitte qui nous dit merci pour ce moment. En tout cas, merci à tous d'être là. Et on attend bien évidemment le retour de notre chère amie Séraphine. Voilà, autre auteur rédactif qui est avec nous. On va passer au grill. C'est ça. Passons moussaka. Allez. Séraphine, je lance ton jingle. Tu nous expliques rapidement quel est le but de ta chronique et nous t'écouterons. Jingle. Ça marche. Donc vous l'aurez compris, André va passer sur le grill, mais Séraphine, peux-tu nous dire qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par là, sur le grill. J'essaie juste, du coup, d'aller fouiller un petit peu derrière les mots du livre qui est présenté. Et du coup, cette fois, je vais m'amuser à poser à André les questions que Jacques se pose dans le livre. Donc, j'ai repris des petits passages du livre où j'ai considéré que ça pouvait amener à une question. Et je voudrais savoir, du coup, je vais les poser à André de façon à voir ce qu'il y a de lui dans ces personnages. Eh bien écoutez, ce que je fais, tout en vous disant qu'effectivement la recette est à partager avec le reste de l'équipe pour la moussaka, Tali, sois présente et tu l'auras bien évidemment. Je retourne en coulisses justement en parlant de moussaka et je vous laisse la parole. Merci. Ma chère Tali. Alors, psycho-chroniqueuse, psycho, arrive, je reste sur mes gardes là. Mais voilà, c'est ça. Du coup, ça fait peur. Et je veux pas faire peur, moi. Je veux juste. Ah non, ça me fait pas peur. Non, je suis sur mes gardes. Je suis sur mes gardes. Je n'ai pas peur. Tu ne fais pas peur. Non. Tu as commencé par le scriptisme, tu ne peux pas faire peur. Tu devrais. Bon, allez, je t'écoute. Allez, soyez au sérieux quand même. Allez. Bon, déjà, piano désaccordé, donc musique. J'aimerais savoir déjà, juste si tu avais été auteur, musicien, auteur-compositeur, quelle chanson tu aurais aimé écrire? Quelle chose? Ah oui, c'est évident. Ben, avec le temps de Léo Ferré.
Ah, Ben, j'ai considéré depuis mon adolescence que j'ai décrété de façon unilatérale, voire dictatoriale, que c'était la plus belle chanson du monde. J'ai 60 ans, je considère que c'est la plus belle chanson du monde. Elle me fait chialer. Voilà. ah oui, oui. Ah oui, elle est C'est intemporelle. le plus grand poète. Hein. Léo Ferré, je lance un appel solennel. C'est le deuxième de la soirée et le dernier. Jeunes, moins jeunes, écoutez Léo Ferré. C'est pas facile. Alors, des fois, il ne faut pas chercher forcément à comprendre. Laissez-vous bercer par la poésie. C'est un des plus grands poètes Ah oui. que nous ayons. Écoutez Léo Ferré. C'est extra. Je ne vais pas chanter, rassurez-vous. Tu devrais, ça rajouterait encore une corde à ton piano. Oui, celui-là, il sera bien désaccordé. Hein. Cette corde, elle sera bien désaccordée, par contre. Bon, alors, sur ton livre, tu disais tout à l'heure que le personnage qui te correspond le mieux, ou du moins que tu préfères, on va dire, c'est Ricardo. Donc, toi, Oui. justement, comme Ricardo, est-ce que tu vis sur l'air du temps? Absolument. Oui, oui, je vis sur l'air du temps. Ah oui, oui, oui. Alors, j'ai la chance de travailler depuis quelques années pour des soucis de santé. Il n'y a rien de particulier là-dessus. On va pas s'y étendre. Ça n'a strictement aucune importance. Donc, je ne travaille plus. Par contre, je suis dans l'associatif. Alors, j'essaie d'être un peu cohérent quand même si je suis désaccordé. Je fais beaucoup de soutien scolaire dans les maisons de quartier à Aubagne. Je l'ai fait à la Tourtelle, je l'ai fait au quartier du Charel, où j'essaie, ou à des voisins, voilà. J'essaie d'apporter du soutien scolaire. Donc, c'est ma façon à moi de transmettre ce que j'ai pu absorber. Peux-tu me répéter ta question, s'il te plaît? C'est la fin, hein, c'est ça. Je vais te reposer la question et je vais te demander de me répondre en une phrase à partir de maintenant à Oui. toutes les questions que je vais te poser. Ça va être vachement dur. Allez, ça va. Vis-tu dans l'air du temps? J'aurais presque envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu attends par l'air du temps? Oui, je vis dans l'air du temps. Voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Selon comment est l'air, je m'adapte. Oui, je vis dans l'air du temps. Oui, voilà, c'est très court. Oui. Je vis dans l'air du temps. Et l'air me convient souvent. C'est toi qui l'as fait dire à Ricardo, hein, c'est pas moi. Hein. C'est ça, oui, je vis dans l'air du temps, absolument. Et s'il fait mauvais, je peux décréter qu'il fait beau. C'est dans la tête, hein. Ah oui, il fait beau. Le frère de... Oui, bah oui. Surtout nous. Oui. En plus, on a cette chance, donc tant qu'à faire. Évidemment, on est les stars de la soirée. Oui. Ça. Le frère de Jacques dit à son frère, te traiter de Tartuffe, ce serait faire une insulte, une offense à Molière. Es-tu un Tartuffe? La décence, l'intelligence même, mais je ne suis pas intelligent, c'est ça mon problème. Ce serait de dire, mais évidemment pas que non, je ne suis pas un Tartuffe. Quand même, la réponse que je fais, mais bien sûr que je suis un Tartuffe. Bien sûr. Et on est tous des Tartuffes. Et on est tous des Tartuffes, évidemment. Merci Molière d'avoir mis en avant tous nos défauts qui sont en fait des qualités extraordinaires. Mais que la vie serait triste si on était des gens bien pensants, bien polis, bien gentils. Mais je vous en prie, madame, après vous, monsieur, mais qu'est-ce que ce serait triste à mourir, à mourir. Donc on est des Tartuffes. Alors, je me permets un dernier mot vulgaire, on est tous cons. Faut arrêter de dire, ah, les cons, mais on est cons nous-mêmes, hein. Voilà, il faut le reconnaître. Donc, soyons des Tartuffes jusqu'au bout. Tartuffe. Ça me fait passer à truffe, je ne sais pas pourquoi. Mais tu viens de répondre à la question suivante, puisque dans le livre, tu dis, me voilà fou parce que je ne vis pas comme les autres. Es-tu fou? Me voilà, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je suis fou. Ah oui, complètement. Complètement. Oui, je suis fou. J'ai déjà répondu. Oui, je suis fou, mais je me console, si je puis dire, parce qu'il paraît que c'est une maladie. Je crois que nous sommes tous fous. C'est-à-dire, alors je m'explique quand même un minimum, si on prend conscience
un, de l'absurdité du monde, deux, de ce qui est en train de se passer et de ce qui se passe depuis de nombreux siècles dans ce monde, toutes ces atrocités, à part la folie, si ce monde n'est pas fou, qu'est-ce qu'il est? Donc on devient fou, nous aussi. Et la folie nous protège hein, également. Je parle de folie, on se comprend. Hein, voilà, Bien sûr. ceux qui sont hospitalisés, qui souffrent, je ne parle pas de ce type de pathologie. D'excentricité, on va dire. Pardon? D'excentricité. Voilà. Plutôt d'alexandrie. Voilà, ça, c'est un mot que j'adore, l'excentricité. Voilà, la fête. Je me doute. Soyons excentriques. Oui. Oui, soyons-le. Il y a un médecin aussi que j'adore, que tu appelles une blouse bleue, comment tu dis, stéthoscopée. Une blouse bleue stéthoscopée dit à Jacques que c'est un saltimbanque. Es-tu un saltimbanque? Absolument, j'adore ce mot. Je ne sais pas pourquoi, il y a des mots comme ça qui vous frappent. Ah, il y a des mots qui vous frappent, ça peut être n'importe quoi, hein. Mais il y a des mots comme ça que, voilà, moi, saltimbanque, baladin, voilà, moi j'aime bien saltimbanque. Oui, je suis un saltimbanque, oui. Je vais dans la rue et je jongle avec les mots, je jongle avec les gens, je jongle avec ma propre vie, je jongle avec mes pensées. Comme disait, je crois, Paul Valéry, je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même. Ça, c'est une phrase qui, pour moi, est une philosophie. Toi qui es psycho-chroniqueuse, je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même. Je suis en perpétuel débat avec moi-même. Je suis bourré d'incertitudes. Je fais l'éloge de la nuance. Je ne sais plus qui l'a écrit, c'est le directeur du Monde des livres. Voilà, la nuance, c'est bien apporté. On a besoin de nuance hein, aujourd'hui. On a besoin, vive la nuance. C'est bon, la radicalité, moi, ça m'intéresse pas. Vive la nuance, vive l'incertitude, vive le doute, vive aussi le fait d'avoir la force de revenir sur certaines choses que l'on croyait intangibles. Se dire, ben, je me suis trompé. Et c'est dur de dire je me suis trompé. Oui. C'est aussi dur presque que de pardonner. Le pardon. Bien sûr, c'est honnête, mais très courageux. Oui. Ah, ça, le pardon. Alors, reconnaître ses incertitudes, c'est faisable, c'est humainement faisable. Le pardon, ce qui s'est passé, évidemment, hein, voilà. C'est très courageux. Oui. C'est un long et dur combat. C'est sûr. Long et dur, je vais rester du coup là-dessus, puisque je vais, pareil, j'ai adoré cette phrase. Es-tu un Don Juan de pacotille en solde et poussiéreux? Ah, alors, je suis un Don Juan de pacotille, parce que je ne suis pas un véritable Don Juan. Alors, il faut m'imaginer plus mince, avec des cheveux, avec une mèche. Hein. Adolescent, je portais même des chapeaux. Vous voyez, j'étais déjà excentrique. Voilà. Je n'ai pas de photo là à vous montrer, mais on m'accordait un certain charme. Donc, effectivement, j'avais ce côté un peu excentrique, un peu Don Juan. C'est Don Juan. C'est prétentieux quand même. Enfin, je ne déplaisais pas. On va dire ça comme ça pour être d'une grande modestie. Donc, mais j'étais un Don Juan de pacotille parce que j'étais incapable, parce que Don Juan est un être terrible envers les femmes. Tout le monde connaît ce grand classique de Jean-Baptiste Poquelin. Donc, moi, je n'étais pas au jeu avec les femmes, au contraire, bien au contraire. Donc j'étais un Don Juan de pacotille. Et ensuite, c'était poussiéreux. Bah, oui, je deviens poussiéreux. En solde et poussiéreux. Oui. Là, maintenant, je serais plutôt, vous voyez, côté friperie. Voilà. On mettrait en avant peut-être mes fils, qui sont très beaux, et ma fille. Voilà. En avant, au niveau des rayonnages. Et moi, au fond, juste à côté des toilettes, il y a un stand avec des fripes, et je suis dedans. Donc, je tombe un petit peu en poussière. Mais le vieux lion rugit encore, cher ami. Le vieux lion rugit encore. Non pas dans le donjuanisme, hein, j'ai trouvé mon bonheur de 30 ans. C'est pas ce que je veux dire. Oui. Mais je considère que c'est un certain charme.
Donc finalement, tous les mots que j'ai retenus, toutes les petites descriptions et les insultes que les personnages se donnent ou se prêtent dans le roman, finalement, elles te correspondent. Donc elles parlent effectivement de toi. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait tilter parce que je t'ai reconnu et justement quand j'ai vu saltimbanque, je me suis dit: «J'adore ce mot, je suis sûre qu'il l'adore» et du coup, je suis très contente de voir que ces résonances que j'ai trouvées, voilà, elles te correspondent bien et surtout que tu y aies répondu comme ça avec tout l'humour que je te connais et que j'ai la chance d'avoir dégusté, je suis contente que du coup tu l'offres et d'avoir voilà, qu'on ait pu passer un moment, vraiment drôle et du coup, je voudrais finir sur une touche un petit peu plus, nostalgique, on va dire, puisque du coup, à 89 ans, Oui. courbé mais lucide, comme tu dis, heu, comment aimerais-tu pouvoir résumer ta vie? En une phrase. Bon, une phrase, ça va être dur, hein. Tu as Je remarqué que je suis un sais. petit peu. Non, mais voilà, là, je gagne du temps comme les vieux politiciens que je ne suis pas, parce que c'est des questions qui me touchent. Voilà. Il y a certaines questions qui me plaisent. Ça, c'est des questions qui me touchent parce que ça Mmh. aborde la fin de vie, évidemment, la vieillesse, qui va de pair aussi avec une certaine sagesse. Comment j'aborde, c'est un peu la question, comment j'aborderai cette fin de vie, c'est ça le thème? En une Ou phrase, comment tu la résumerais? Comment tu aimerais résumer ta vie en une phrase? Qu'est-ce que alors, tu il y aimerais te a, dire? Une espèce je d'épitaphe crois que c'est une personnelle? chanson d'Aznavour. Je crois que c'est une chanson Ouais. d'Aznavour ou de Serge Lama plutôt. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, mais j'ai fait ce que j'ai pu, ouais, ou quelque chose comme ça. Alors, ouais, Ah, effectivement, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même obtenu pas mal de choses. Donc je vais redevenir sérieux. Comment je résumerai ma vie? C'est une bonne question, ça. Comment je résumerai ma vie? C'est dur de résumer une vie parce qu'elle n'est pas finie en plus. Le comment meilleur tu reste à venir, aimerais dis-moi. Hmm. oui, comment tu Comment aimerais, quelle j'aimerais? phrase tu aimerais, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire aux gens quand ils vont te dire: «Mais qu'est-ce que tu retiens de ta vie?» finalement, pouvoir leur donner une phrase choc comme tu es capable de l'écrire, dans toutes ces pages. Une phrase choc qui puisse J'ai envie de dire représenter aux ta vie. gens, ouais, j'ai envie de dire aux gens, osez, osez. Ne vous mettez pas des barrières. Rien n'est impossible. Mais c'est véritablement, hein. Voilà, un mec comme moi, issu du milieu d'où je suis issu, et je ne suis pas le seul, hein, je ne fais pas de misérabilisme aucun, parce que je le répète, je me suis bien amusé. Mmh. J'ai réussi à écrire un livre. Merci Mélisse, une fois de plus. Et on la remercie trop, Mélisse. Alors que je sois un peu désagréable avec elle, parce que là, elle a trop de remerciements. Un mec comme moi, j'ai réussi à écrire un livre. J'ai réussi à fonder une famille. J'ai réussi à sortir de milieu que j'aime. Mais je crois m'être bien expliqué, j'avais besoin d'autre chose. Donc, voilà, il faut de la volonté. Il faut briser les barrières. Vous avez face à vous, je m'adresse à des gens de mon ancienne condition, mais de ma condition quand même, parce qu'on est tous des êtres humains. Vous avez face à vous, vous savez, des gens qui ont une belle cravate, comme je peux avoir une ce soir. D'ailleurs, il faut le costume cravate parce que je me régale de voir l'effet. D'abord, j'aime ça, je le dis, j'aime ça, mais l'effet que ça procure. Vous mettez un costume et une cravate et on vous parle autrement. Et vous parlez autrement. Et vous rentrez dans un personnage. Donc, voilà, je dis à ces jeunes, jouez avec ça. Les êtres qui se croient supérieurs sont bien souvent ridicules. Et La Fontaine, pour ne citer que lui, à travers ses fables, nous les a bien décrites. C'est souvent, quelquefois en tout cas, des gens plutôt minables. Alors, ils parlent bien, ils ont de jolis mots. Vous pouvez aussi avoir de jolis mots. Alors, je vais terminer par un petit truc. J'y tiens. Chaque fois, je le dis, mais personne ne le fait jamais. Moi, j'avais un déficit de vocabulaire. Parce que, bon, ben, au milieu, les mots, il n'y en avait pas des masses. Mmh. Et ça m'a énervé à un moment donné, très jeune, d'entendre des mots dont je ne comprenais pas le sens. Et je m'apercevais
notamment quand j'accompagnais ma mère dans des démarches administratives, que certaines personnes se moquaient d'elle et profitaient de leur vocabulaire pour lui en mettre plein la vue. C'est douloureux. C'est douloureux. Bien Quand sûr. on est jeune, j'avais 7-8 ans, hein, c'est douloureux. On a envie de s'élever au niveau du comptoir et de mettre de gifles à ce sinistre individu. On ne peut pas le faire, on est trop petit. Mais ça fait réfléchir. Donc, tout ça, ben, je sais, j'ai perdu le fil de ma pensée. Pardon. Oui, voilà. Merci, c'est ma femme qui vient de m'aider. Donc, j'avais ce déficit de vocabulaire, voilà. Et je me suis dit, à un moment donné, j'étais jeune, hein, je me suis dit, ben, dans la journée, ou voilà, à peu près, tu vas essayer de noter 5, 10 mots dont tu ne comprends pas le sens à travers la lecture d'un livre ou d'un journal télévisé ou que sais-je encore, sur un petit calepin. Et le soir, tu vas recopier sur un répertoire. Bon, c'est à l'ancienne, hein, il n'y a pas d'ordinateur à la bonne époque. Hein. Le soir, sur un répertoire, je notais les mots avec leur définition. Donc, après les mots de la même famille. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et j'en ai rempli des répertoires. Et j'en ai rempli. Et ça m'a ouvert un vocabulaire. Alors après, j'ai expérimenté. Quand je rencontrais des gens plus intelligents ou qui se la jouaient plus intellectuels, je les expérimentais et je voyais l'effet que cela produisait. C'est extraordinaire. Voyez, on parle là, je pourrais jouer un autre personnage. Ouais, je resserre un peu le nez de cravate. Chère Séraphine, ce que j'ai voulu dire en vérité dans cette nouvelle-là, un terme qui me paraît quelque peu impropre, j'ai voulu dévoiler quand même le déterminisme social et essayer de donner les clés pour des pauvres individus qui ne sauraient trouver la solution pour échapper à leur milieu ambiant. Voilà, je peux la jouer comme ça, mais ça aurait ça aurait embêté beaucoup de monde et on n'aurait peut-être pas souri autant que ce soir. Donc, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Et tout ça pour dire aux jeunes, parce que moi, voilà, je passe tous, et tant mieux. Pour dire aux jeunes, c'est des mots. Jouez avec les mots, apprenez. La langue française, je ne veux pas jouer aux patriotes, j'ai horreur des drapeaux. Je vais me faire encore des amis, mais c'est pas grave. J'aime pas les drapeaux. Mais la langue française, elle est magnifique. Elle est d'une richesse incomparable. Donc, utilisez-la, apprenez des mots, lisez des livres, contactez des maisons d'édition comme Rédactive. Et on a mis une dernière couche pour Mélis Pierre. On t'embrasse, Florian et toute l'équipe. Il y a des possibilités. Osez. Ça ne marchera pas la première fois, ça marchera la seconde. Voilà, libérez-vous. Libérez-vous. La vie, c'est une pièce de théâtre. Je le redis, je le ressouligne. Soyez bon comédien. Soyez bon comédien. Alors, si je résume en une phrase, ça fait « Allez-y, osez ». Moi, j'ai essayé et j'ai réussi. Réussi, non. Non, parce que j'aime pas le mot réussir. J'ai réussi à avoir une famille, j'ai réussi à écrire un livre. Oui, j'ai obtenu, certaines choses. Allez, oui. Voilà. J'ai obtenu. Moi, je suis un vieux con. Hein, de tout jeune, je me suis dit, je veux avoir une femme, je veux avoir des enfants. C'était ce qui, pour moi, était le plus important dans ma vie. Allez-y, foncez. Allez-y, foncez. Vous allez tomber. Alors, c'est classique de dire ça. Relevez-vous. Des fois, on n'y arrive pas. Et avec osez, ne baissez pas les bras. Des fois, c'est dur. On a tous vécu, hein, toi aussi certainement, des moments difficiles, voire très difficiles. Donc, soit on sombre, soit on se relève et on essaye d'être digne. Bon, ma mère m'a appris, ma mère qui était quand même malheureusement, mais pas un grand niveau. Elle était en Tunisie, voilà, les événements, bon, c'était compliqué pour elle, mais elle m'a appris, alors je ne l'ai pas connue énormément, elle est morte assez jeune, mais elle m'a appris la dignité. Ça me le dire, hein, mais son discours, c'était sois digne, mon fils, marche au droit. C'est pas parce que tu as de vieilles baskets ou de vieilles chaussures et que tu n'as pas le polo Lacoste, etc., et que tu vas pas dans des lycées UP et que sais-je encore, que tu es un triste cire, sois digne, lève la tête, quoi qu'il arrive. Elle a été digne jusqu'au bout.
Je t'embrasse, chère maman. Vous savez, les fils et les mères, c'est une grande histoire. Hein. Donc, voilà. Donc, elle m'a appris ça. Donc, aux jeunes, j'ai envie, moi, je m'adresse surtout aux jeunes parce que les vieux croutons comme moi, ça n'a plus d'importance. Soyez dignes. Et vous serez davantage digne en travaillant, en essayant de réussir, qu'en faisant des conneries, en tombant dans la drogue ou que sais-je encore. C'est important. Soyez dignes, soyez fiers. Vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas rien. Soyez. Allez, je vais garder ça comme mot de la fin. Soyez dignes, soyez fiers. Ça me plaît. Merci beaucoup, André. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à tous les deux. Bon, tu vois, passer sur le grill avec Séraphine, au final, ça se passe très bien. Ah ben, j'aimerais passer sur le grill comme cela tous les jours. Hein. Franchement, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Et avec Sonia, et avec Séraphine, vraiment, ça a été un moment, j'aimerais qu'il se prolonge jusqu'au bout de la nuit. Eh bien, écoute, on a encore quelques minutes, en tout cas, pour rappeler que tu étais avec nous ce soir pour nous parler de ce livre, Comme des pianos désaccordés, aux éditions Rédactive, puisqu'on le rappelle, et on va le dire encore une fois, qu'on fait le mois Rédactive grâce à Maëlys Lisper, la directrice de publication, qui fait un travail remarquable encore une fois. Je sais qu'elle est derrière sa caméra, et voilà, on lui fait des gros bisous. Sonia l'a dit, grâce à elle, on découvre de très belles plumes, dont tu en fais partie encore une fois, André, et dont on aura l'occasion la semaine prochaine de découvrir une nouvelle plume, puisque nous aurons la chance de recevoir mercredi Bernadette Mesbourian, qui viendra nous présenter donc son livre Maître aux éditions Rédactive. Encore une fois, Sonia, en 2 mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre qu'on présentera mercredi? Je dirais un huis clos étrange et pénétrant, comme un certain poème. Et ben voilà, ça vous donne... J'ai un rêve étrange et pénétrant. Oui, voilà, effectivement. Ça donne le ton, effectivement, du live de la semaine prochaine, que je vous rappelle que vous pouvez retrouver en direct sur Facebook et YouTube. Et bien entendu, toutes les rediffusions sont disponibles aussi sur YouTube dès ce soir. Hein, c'est même pas attendre 24 heures. Hein, dès ce soir, vous allez sur YouTube, vous remettez le live au début. Vous pouvez revoir toute la rediffusion. Voilà, en tout cas, on a passé un agréable moment. André, je veux te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire pour terminer face à tes lecteurs et face à l'équipe qui est face à toi? Et à Rédactive, bien évidemment. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors bon, je vais arrêter de remercier Rédactive, Maëlys, etc. Bien que on ne s'en lasserait pas. C'est une personne tellement charmante et humaine. Je remercie Sonia pour sa critique littéraire, parce que je le redis, je le pense. Vous avez compris, je suis quand même quelqu'un d'assez sincère, tout de même. Je considère que c'est pas chose aisée que de faire une critique sur un livre. Donc, je respecte ce travail. Voilà. Séraphine, quand tu commences à te dévêtir, à avoir une DSP, bon, ça va, c'est gagné, quoi. Le grill, il était froid, quoi. Il était gelé. Donc, non. Le DSP, je ne parle pas de la bière au DSP, je parle de la désespérance. Bah voilà. Tu vas me livre de la désespérance, là, hein, franchement. Loin de moi, les deux, voilà. Donc, on sent très bien que, voilà, quand on va passer sur le grill avec toi, on va passer le sale moment. D'ailleurs, c'est traumatisant. Hein. Et je terminerai en remerciant évidemment Florian, qui est une personne. Moi, ce que j'aime chez Florian, j'en profite, c'est bien les écrans, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Tu risques pas de me reprendre de vous. Il y a l'humanité. Alors derrière, alors, tu as une carapace. Hein, alors là, c'est formidable. Hein, c'est sérieux, c'est carré, il y a l'empathie qu'il faut. Mais c'est mesuré. On sent que c'est mesuré. C'est bien. Voilà, tu as pris les bons poids. C'est parfait. J'ose espérer que dans la vie, ça doit être, j'espère, un peu plus rock'n'roll. Mais je pense que voilà, une ou deux soirées ensemble et peut-être je découvrirai un autre Florian. En tout cas, merci pour ton sourire, ta générosité. Je sais qu'on traverse tous des moments difficiles. On ne va pas s'y étendre, évidemment, ce qui ne fait que rajouter à ton courage et au fait que je respecte ce genre de courage, évidemment.
Donc, j'ai passé, alors le mot de la fin, parce que j'ai toujours pas dit mon mot de la fin, hein, à part fin. Le mot de la fin, ça a été un moment vraiment très agréable. Je suis pas prêt de l'oublier. Donc, ne serait-ce que pour ça, je vous en remercie. Sinon, le mot de la fin, ben, moi, j'ai envie de mettre plutôt des points de suspension, hein, ce qui veut dire qu'on va continuer, les uns et les autres. On va essayer de se battre, on va rien lâcher, hein. Moi, j'ai toujours dit, hein, jusqu'au dernier souffle, je le prends, je le prends, je le prends, je le prends, je le lâche pas, je le prends. Donc, vivons, profitons. Demain, pour ceux qui ont la chance, et s'il y a un peu de soleil, et même s'il pleut, c'est pas grave. C'est beau la pluie, c'est poétique. Une petite terrasse de café, un petit café. Et comme Jean-Pierre Mariel, soyons des contemplatifs. Je vous adore. Eh ben, merci beaucoup, André. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents avec nous. Et effectivement, je remercie Tali qui nous dit que tu seras samedi prochain au Cultura au Bagne, si on veut te rencontrer, effectivement, pour faire la dédicace de ton livre Des pianos désaccordés. Comme des pianos désaccordés. Et comme je n'ai jamais fini, je sais qu'on me prête, et tu l'as dit toi-même en envoyant un petit peu la soirée, ce côté un peu effectivement plaisantin, c'est vrai que j'aime bien rigoler, j'aime bien m'amuser, etc. Mais derrière l'humour, vous voyez, ça c'est, je m'explique aussi, hein, c'est un peu compliqué, excusez-moi, mais j'y tiens. Ça c'est le milieu, mon milieu ouvrier. On a toujours tendance à vouloir se justifier. Et ça, j'ai jamais véritablement arrivé à le gommer. Quelquefois j'y arrive, quelquefois non. Parce que ce que je vais dire là, je pourrais m'empêcher de le dire. Et c'est les relents de mon milieu. Donc, c'est le fait de dire que derrière l'humour, j'espère avoir pu dévoiler dans ce court roman des choses aussi importantes pour ma vie d'homme que le déterminisme social, que l'absurdité, que les hasards de la rencontre, que la vie est une chose formidable et quelquefois cruelle. Voilà, des thématiques qui sont plutôt sérieuses et que je pense qu'on peut en parler tout en gardant le sourire. Parce que si on avait passé une soirée à être très collé-monté, ça aurait été un peu lassant, quoi. Là, je crois qu'on a... Mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai passé de bonnes soirées, moi, franchement. C'est bien. Eh ben, je confirme en tout cas. Mais en tout cas, je remercie Sonia d'avoir fait une très belle chronique. Je remercie également Marie qui n'a pas pu être avec nous ce soir, qui a lu aussi un très bel extrait. Merci à toi, Séraphine, d'avoir mis notre André sur un grill froid ce soir. Mais en tout cas, voilà. Et puis, bien entendu, merci à toi, André, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir passé ce moment avec nous. Pratiquement 2 heures tout pile ensemble. Vous voyez, c'est passé très vite. Voilà, malgré quelques petits soucis de connexion en début d'émission. En tout cas, c'est passé crème. On a vraiment passé un très bon moment. Encore une fois, merci à tous. Comme tu as dit, profitons de la vie, croquons la vie à pleines dents. Elle est tellement courte. Lisez des livres et encore merci à tous. Très bon week-end. Ciao, ciao. Merci pour le week-end. Merci.